Alors la nostalgie, on l'a toujours un petit peu, mais non, mais je crois qu'il faut balayer ça. Aujourd'hui, moi, il y a plus de gens qui pratiquent, c'est très, très bien. En plus de ça, la discipline se rajeunit aussi et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Après, moi, je suis plutôt optimiste. Je vois pas pourquoi cette discipline, elle régresserait aujourd'hui. La seule chose, si c'est possible, de le dire, c'est aujourd'hui, qu'on fait de plus en plus difficile, de plus en plus dur, de plus en plus long. Et ça, parfois, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que pour des gens qui ont de l'expérience, qui ont suivi un cursus normal, je dirais, c'est-à-dire de passer par des distances moyennes, un peu plus longues, etc., c'est pas un problème. Après, c'est un choix, voilà, de chacun. Je le dis souvent, ça. Moi, pour faire les Templiers, j'ai pratiqué le trail pendant 4 ans avant de monter sur les Templiers parce que il faisait autour de 70 km, hein, comme aujourd'hui à peu près, et ça me faisait peur. Moi, je venais du marathon, ça faisait 42, je savais déjà les difficultés, et ça me faisait peur. Il m'a fallu 4 ans pour y monter. Moi, si j'ai pas l'ambition de tout gagner, eh ben, il faut que j'arrête. Mais ça, c'est vrai en 2015, mais c'est vrai en 2021, en 2023, etc., hein. Je suis conscient qu'on a le potentiel pour le faire. Après, le potentiel, c'est une chose. Après, il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça se réalise. Mais il est évident qu'on y va pour glaner le maximum de médailles et de titres. D'autant plus que les années précédentes, on a gagné énormément. Donc, c'est peut-être de la prétention, mais voilà, on n'y va pas pour, comme disent certains coureurs, on n'y va pas pour acheter du terrain là-bas. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que ce que je ressens, les athlètes ne puissent pas ne puissent pas le sentir. C'est important ça. Je leur donne toujours une image positive parce que souvent, quand même, les athlètes, à travers moi, me regardent sur le ravitaillement, même si on n'échange pas parfois, hein. Voilà, parce qu'ils ont envie de savoir ce que je pense, est-ce que s'ils sont bien, pas bien, enfin voilà. Et je dois toujours leur donner une image positive de ce que je pense d'eux, en fait. Même si parfois, c'est pas forcément la réalité des choses, mais ça, je dois pas le faire transparaître. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Course épique. Avant toute chose, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Course épique est désormais disponible chaque semaine. Je vous donne donc rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Si vous voulez aider Course épique à continuer de se développer, il y a 2 choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, prendre 1 minute pour rédiger un avis sur Apple Podcast, même une très courte phrase, tout commentaire, même de quelques mots est très bénéfique pour le classement du podcast et me permet de convaincre un peu plus chaque jour de super invités de venir partager avec nous leur course épique. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite et à continuer de parler de course épique autour de vous, dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir dans notre nouvel épisode Philippe Propage, l'une des figures françaises de la course à pied et notamment du trail depuis de très nombreuses années. Connu parfois pour sa moustache et sa silhouette longiligne, il est avant tout pour son étourdissant palmarès d'entraîneur. Philippe entraîne en effet depuis plus de 10 ans l'équipe de France de trail de 24 heures, mais entraîne aussi à titre individuel l'élite des coureuses et coureurs français, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir pour certains dans Course épique, comme Blandine Lérondelle, Nathalie Mauclair ou encore tout récemment Ludovic Pommeret. Vous l'aurez compris, Philippe est une légende bien vivante de la course à pied, une référence incontestable et incontestée, doublée d'une personnalité d'une grande humilité et d'une grande simplicité. Vous allez l'entendre, l'épisode d'aujourd'hui est plus long que d'habitude car c'est une vraie chance de pouvoir se nourrir du regard de Philippe sur le monde du trail en général, sur son travail et plus que tout sur ce qui est sa passion, qui transpire dans chacun de ses mots. J'ai donc laissé le micro très largement ouvert pour me nourrir et j'espère vous aussi au mieux de ses propos. En préambule de cet épisode, Philippe revient sur un accident cardiaque qu'il vient de connaître début septembre et sur lequel il me paraissait essentiel de communiquer et de sensibiliser. L'issue de cet accident à par chance était heureuse, mais il aurait pu en être tout à fait autrement. Je vous invite à plonger tête baissée avec moi dans ces passionnants échanges avec Philippe qui va nous faire vivre de l'intérieur ces championnats du monde de trail 2015 qui ont donné lieu à un formidable grand chelem pour l'équipe de France et donc pour lui et son staff. Mais je ne vous en dis pas plus.
Philippe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Chercheur d'or. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Philippe, je suis ravi de te recevoir dans ce 46e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Je vais au mieux qu'on peut aller pour quelqu'un qui a fait un petit infarctus il y a maintenant une dizaine de jours et qui sort des soins intensifs où j'ai passé 4 jours. Donc voilà, je me porte au mieux de ce qu'on peut se porter. Cet après-midi, là, je vais passer un test d'effort. Alors le mot effort est peut-être un terme un peu fort parce que je crois que je vais simplement marcher sur un tapis appareillé pour voir un petit peu justement suite à cet infarctus ce que ça a pu impacter sur le muscle cœur et qui permettra de déterminer le temps que j'aurai besoin pour retrouver mon niveau initial en espérant que je puisse le retrouver. Et puis surtout les efforts la rééducation que je vais pouvoir faire, savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire exactement, à quel type d'effort, à quelle fréquence, etc. Donc voilà, ce soir, je suis quand même assez impatient d'aller faire ce test qui va quand même bien me dire où j'en suis. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'inquiète quand même un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment c'est survenu, suite à quel effort, dans quel contexte est arrivée cette grosse alerte ? Eh ben, ça m'est arrivé justement dans un contexte de course à pied, puisque j'étais parti pour faire un simple footing d'une heure. Je suis parti avec mon chien sur un parcours tout plat. J'ai fait 20 minutes, j'ai croisé des collègues, on a discuté 2 minutes. Et puis au bout de 20-25 minutes, j'ai commencé à ressentir une espèce de pression, mais qui me semblait pas cardiaque, mais plutôt au niveau respiratoire. T'avais jamais ressenti des choses comme ça ? J'ai jamais eu aucun prémisse à quoi que ce soit. Voilà, tout le monde me pose la question, mais j'ai jamais, absolument pas quoi. Déjà dans la semaine, j'avais couru 2 fois, même sur des intensités beaucoup plus hautes, et tout allait bien. J'ai pris aucun risque, ça m'a quand même fait peur un peu, j'ai pris aucun risque, je suis rentré en marchant. Bon, il m'a fallu 1 heure pour rentrer quand même. J'ai trouvé le temps un peu long. À la suite de ça, comme tout le monde, je crois, on se croit intouchable. On dit c'est pas possible que ça t'arrive à toi. Donc j'ai décidé d'aller m'allonger un moment en arrivant à la maison. Ma femme me dit non, il faut aller voir le médecin. Je dis non, matin. Donc je suis allé m'allonger une demi-heure. Non, mais ça allait toujours pas mieux. C'était toujours pareil, une espèce de mal, mais qui n'était pas vraiment une douleur, mais une compression au niveau de la cage thoracique. Ensuite, je suis allé au médecin. Et le médecin a quand même été un peu léger sur le coup, puisqu'il m'a laissé partir aux urgences. Il m'a fait une lettre, mais il m'a laissé partir aux urgences en voiture. Ce qu'il ne faut pas faire, donc. Ce qu'il ne faut pas faire, oui, les urgences, quand ils ont su que j'étais garé sur le parking, ils étaient assez surpris quand même. Donc, je suis passé par les urgences d'une petite ville qui est Montbrison, qui se situe vers chez moi. À partir de là, Montbrison, au bout d'1 heure, ils se sont aperçus que c'était un peu compliqué. Donc, ils ont fait venir le SAMU. Je suis parti avec le véhicule du SAMU. Donc là, à ce moment-là, toi, tu comprends que le truc est plus gros que ce que tu imaginais. En fait, là, tu te dis, OK, il se passe quelque chose de sérieux. Voilà. Moi, j'y suis allé assez pour faire un examen, mais je voyais pas que ça pouvait avoir des proportions pareilles. Et déjà, aux urgences, ils ont commencé à me parler que c'était un peu compliqué. Ils ont pris contact avec le service de cardiologie de Saint-Étienne. Et puis, à un moment donné, ils prennent la décision de dire non, on ne peut pas gérer sur place, il faut l'évacuer. Donc, le SAMU qui vient, je commence à me lever, moi, pour aller sur leur brancard. Ils me disent non, là, surtout pas bouger. Là, ils me font peur, quoi. Ensuite, tu pars dans le SAMU, t'entends les sirènes, y a un médecin qui est à côté de toi, il te demande sans arrêt si ça va.
Puis j'arrive au grand centre de Saint-Étienne, au CHU de Saint-Étienne, au centre de cardiologie. Et là, je descends. On me descend du véhicule du SAMU. Et là, il y a un cardiologue qui est là pour m'accueillir avec 4 personnes autour de moi et ils me prennent en charge. Et là, c'est impressionnant parce qu'on se dit, oulala, tout ce monde, rien que pour moi, je pense pas que c'est parce que c'est des gens c'est pas pour les autographes qui m'ont reconnu. Hein. mais voilà, c'est assez impressionnant. Et à partir de là, bon, j'ai été pris en charge vraiment très très bien. Hein. Là vraiment, je tire un grand coup de chapeau à tout le monde médical, hein, depuis les urgences qui se sont occupés de moi. J'ai mobilisé beaucoup de monde finalement aux urgences. Ils étaient 3, un médecin urgentiste plus 2 personnes qui sont restées en permanence avec moi. Ensuite, quand ils m'ont déplacé avec le SAMU, c'était 2 personnes devant plus le médecin à mes côtés. Et lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, c'était un cardiologue puis 4 personnes. Alors, je ne sais pas ce que c'était, infirmière, qui étaient aussi autour de moi. J'ai mobilisé une douzaine de personnes là, dans l'après-midi. Voilà, j'ai vraiment été pris en charge au mieux. Et je les ai remerciés parce que peut-être que si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, on serait peut-être pas en train de discuter tous les deux aujourd'hui, quoi. Voilà. Gros coup de chapeau aussi à eux. Voilà, c'est un grand coup de chapeau à eux. Vraiment, je leur dois beaucoup. C'est des gens, et puis ils ont été aimables et très empathiques. Vraiment, ils m'ont expliqué les choses. Bon, voilà. Après, je suis resté 4 jours en soins intensifs sans avoir le droit de bouger, de se lever. Moi qui n'avais jamais fréquenté encore un hôpital, sinon pour aller visiter d'autres personnes. Ouais, c'est assez... ouais, c'est un monde que je connaissais pas. Personne pouvait venir me voir. Enfin bon, c'est un peu stressant à ce niveau-là. Mais voilà, écoute, aujourd'hui, on m'a posé un stent, on m'a fait une coronographie, on m'a posé un stent parce que j'avais une artère qui était bouchée à 85%. Donc c'est quoi, c'est un petit ressort, c'est ça, dans le cœur? C'est un petit ressort, effectivement, qui tient l'artère écartée, en fait, parce qu'elle s'était bouchée. Mais ça, c'est de la mécanique, en fait, on va dire. Hein. C'est pas le problème. La problématique, c'est le cœur qui a été en souffrance pendant de 10 heures que j'ai été courir jusqu'à que la douleur me passe, c'est-à-dire peut-être 1 heure ou 2 après que je sois arrivé au centre de cardiologie à Saint-Étienne, mais c'était 18 heures, 19 heures, quoi. Donc, pendant une dizaine d'heures, il a été en souffrance. Pour expliquer, c'est un peu ce que m'ont expliqué les cardiologues. Vous imaginez une pompe dans un puits, et puis à un moment donné, il n'y a plus suffisamment d'eau pour aspirer. Et ben la pompe, c'est vrai, le moteur, il tourne, mais il ne tourne pas correctement. Et puis, au pire des cas, le moteur, il grille, quoi. Donc, voilà, ça m'est pas arrivé. D'où l'expression avoir un coup de pompe. Ça vient de là, probablement. Voilà, peut-être. C'est peut-être ça. Et c'est ce soir, donc, sur ce test que je vais passer, qu'on va voir effectivement l'impact que ça a pu avoir, ce qui m'est arrivé sur le cœur. Quel message tu veux faire passer, Philippe? C'est le moment sur tout ça, là. Je vais faire passer un message. Je pensais pas que c'était possible que ça m'arrive. Même si chaque fois que j'ai entendu parler, je disais, bah oui, effectivement, il faut faire attention. Mais voilà, c'était pas possible pour moi. Voilà, je fais du sport, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est ce que m'a dit d'ailleurs le cardiologue. Il me dit, vous êtes vraiment pas, entre guillemets, un client pour moi, quoi. Sauf que vous êtes devant moi et vous y êtes, et vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Donc, certes, c'est peut-être une injustice. Certes, peut-être justement que grâce au sport, grâce de ne pas faire d'abus, ça va vous permettre de rebondir plus vite. Mais personne n'est à l'abri d'un tel événement. Et voilà, c'est vraiment un message que je souhaite faire passer. Alors, il y a un collègue à moi qui s'appelle Éric Lacroix, qui a eu un petit peu les mêmes soucis que moi. C'était il y a 1 an ou 2. J'avais été surpris, effectivement, qui lui arrive ça, mais chaque fois on se dit ouais, mais il a dû faire quelque chose, ou je sais pas, trop forcé, etc. Or là, j'étais un footing, mais je courais comme une personne âgée, quoi. Je veux dire, et ça m'arrivait quand même, quoi. Donc là, vraiment, il faut faire, voilà, il faut bien s'écouter, surtout être à l'écoute de son corps, et surtout pas faire ce que j'ai fait. S'il y a un problème, il faut appeler le 15 tout de suite. J'ai perdu beaucoup de temps, c'est ce que m'ont dit les urgences, et j'en suis conscient, parce que chaque fois, on est tous pareils, on n'a pas envie, hein, que ça arrive, et que même si ça vous effleure l'esprit, on dit non, c'est pas possible, je suis pas moi. Et du coup, j'ai perdu un peu de temps. J'espère que ce temps que j'aurais perdu n'aura pas laissé trop de séquelles, mais c'est sûr que j'ai perdu du temps. On aurait pu aller directement
passer directement de la maison au centre de cardiologie et sans passer par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, et donc gagner beaucoup de temps. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, ça c'est quitte à ce que on se retrouve aux urgences pour rien, plutôt que l'inverse, parce que voilà, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça l'est encore aujourd'hui. Eh ben écoute, le message est passé, Philippe. Très heureux de te savoir sur pied et puis en période de convalescence et en train de te retaper. Et en tout cas, très content de pouvoir échanger et puis que tu puisses sensibiliser tous nos auditeurs à ce sujet qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Philippe, on va maintenant revenir un petit peu globalement sur ton parcours de vie. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter à nos auditeurs ? Alors oui, je viens de passer la soixantaine. À l'origine, moi, je suis stéphanois. Alors peut-être que mon accent déjà l'aura laissé entendre. Mais donc, en tant que stéphanois, forcément, j'ai été bercé par l'épopée des Verts de Saint-Étienne dans les années 76. J'étais adolescent. Et donc, j'ai pratiqué le football, à un niveau correct. J'ai un assez bon niveau. Ensuite, je me suis marié, j'ai fait construire une maison. Tout ça a fait que j'ai mis un petit peu de côté le sport en général. Et puis justement parce que c'est parfois compliqué les sports collectifs, parce qu'il y a des horaires, il y a des contraintes. Tout doucement, je suis venu à la course à pied un petit peu par hasard, tout simplement parce que dans mon village, il y a une course, il y avait un semi-marathon qui était organisé. Et la première année, j'ai participé en tant que bénévole. On m'avait demandé de participer, de venir donner un coup de main. Et ce que j'ai fait, j'étais sur un carrefour. Et puis l'année d'après, j'ai vu passer tous ces coureurs. Ça m'a fait envie. Donc j'ai essayé. Ça a été un désastre. Ça a été un désastre. Et là, ça s'est joué à peu de choses. Soit j'aurais pu dire, allez, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Ou au contraire, ce qui s'est passé, c'est de dire, ah non, c'est pas possible, souffrir comme ça, c'est pas normal. J'ai vu passer des gens qui avaient 10, 15, 20, 30 ans de plus que moi, c'est pas possible. Et eux, ils y arrivaient. Pourquoi moi, c'était si difficile pour moi? Donc, je me suis même entraîné. Et je me suis mis à dévorer aussi toutes les lectures qui étaient disponibles à l'époque. Alors, il y en a moins que maintenant. Il y a moins de magazines, moins de livres. Mais j'ai absolument dévoré tout ce qui pouvait se lire sur comment s'entraîner, etc. Et puis, au bout de 2 ans, j'avais un club pas très loin de chez moi, donc j'ai franchi le pas. À la suite de ça, j'étais toujours passionné par justement comment progresser. Et donc, à l'intérieur du club, on m'a proposé de me former pour être entraîneur, donc ce que j'ai fait. Et puis, ce que j'ai plus lâché depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai une carrière de coureur sur route traditionnelle, 10 km, semi-marathon, marathon. Et puis, aux prémices du trail, c'était l'autre siècle, j'ai commencé à partir sur le trail, même l'autre millénaire. J'ai commencé à faire des trails. Alors, souvent j'en parle, j'ai commencé quelques petits trails, et puis ensuite j'ai basculé sur le trail des Templiers, qui était vraiment l'épreuve phare. Et je fais souvent sourire parce que on était 400 au départ, on s'inscrivait le matin sur une table. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Voilà, c'était de l'artisanat. Donc j'ai vécu, quand tu disais je fais du trail, tout le monde me regardait avec des gros yeux parce que personne ne savait. Et je vois aujourd'hui ce que le trail est devenu. Et donc j'ai fait partie de la préhistoire du trail, on va dire. Et voilà, j'ai vécu toute cette montée en puissance que l'on connaît aujourd'hui. Tu continuais la course sur route en parallèle ou le trail a pris le dessus complètement? Non, j'ai basculé rapidement parce que... Alors, c'était un peu plus compliqué que maintenant parce qu'il n'y en avait pas non plus tous les dimanches. Donc, il y en avait 5, 6 en France au début. Donc, finalement, on était une petite communauté à se retrouver, en fait, parce que tout le monde... on suivait un petit peu les quelques trails qui existaient. Et on se retrouvait tous, on était une petite communauté. Et puis cette communauté, elle s'est agrandie et elle est ce qu'elle est aujourd'hui, avec des trails. Il doit y en avoir 30, 40 par week-end. Et donc, c'est vraiment, j'ai vécu l'évolution de la discipline, avec une discipline qui était intimiste au départ. Et puis maintenant, une discipline qui est vraiment
presque le cœur de la course à pied. Hein. Comment tu vois ça? C'est quoi ton regard sur cette évolution? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de voir que ça se démocratise et que ça évolue, que ça se modernise, ou est-ce que tu es nostalgique de ce temps-là aussi? Alors la nostalgie, on l'a toujours un petit peu, mais je crois qu'il faut balayer ça. Aujourd'hui, moi, il y a plus de gens qui pratiquent, c'est très très bien. En plus de ça, la discipline se rajeunit aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Parce qu'au début, quand moi j'ai commencé, en fait, les trailers, c'était des gens qui venaient de la course sur route et qui commençaient à stagner ou même régresser sur les disciplines, sur le marathon, des choses comme ça, et qui venaient se relancer, essayer autre chose, quoi. Or, aujourd'hui, on a des gens qui viennent pour le trail directement, pas par dépit, peut-être comme nous on est arrivés, en fait, au départ. C'est un vrai choix. Et un vrai choix de discipline. Donc là, voilà, c'est bon. Après, moi, je suis plutôt optimiste. Je vois pas pourquoi cette discipline elle régresserait aujourd'hui. La seule chose, si c'est possible de le dire, c'est aujourd'hui, parfois c'est un petit peu, je le trouve, qu'on fait de plus en plus difficile, de plus en plus dur, de plus en plus long. Et ça, parfois, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que pour des gens qui ont de l'expérience, qui ont suivi un cursus normal, je dirais, c'est-à-dire de passer par des distances moyennes, un peu plus longues, etc., c'est pas un problème. Après, c'est un choix, voilà, de chacun. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment, je vois par rapport à des gens qui me contactent, qui voudraient que je les prépare pour faire un ultra, par exemple. Alors qu'ils ont pratiquement rien fait. Ça me fait un peu peur. Alors j'ai plutôt tendance à essayer de les décourager, mais voilà, c'est un risque aujourd'hui de se retrouver avec des gens qui sont, voilà, on voit des magazines, des images magnifiques sur des très longues distances, mais c'est quand même pas ouvert à tout le monde. Il y a une banalisation de la longue distance sur un ultra. Voilà, et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Je le dis souvent, ça. Moi, pour faire les Templiers, j'ai pratiqué le trail pendant 4 ans avant de monter sur les Templiers, parce que il faisait autour de 70 km, hein, comme aujourd'hui à peu près, et ça me faisait peur. Moi, je venais du marathon, ça faisait 42, je savais déjà les difficultés, et ça me faisait peur. Il m'a fallu 4 ans pour y monter. Or, aujourd'hui, les gens, les Templiers, c'est devenu une sortie longue, quoi, dans le cadre de leur préparation. Donc, ça me fait un peu peur, parce qu'on n'a pas non plus un recul suffisant pour savoir les répercussions que ça peut avoir sur la santé physique, mais peut-être aussi morale, de ces grandes épreuves où vraiment on laisse beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, avec des dénivelés très importants. Donc le dénivelé positif, c'est pas trop un souci parce que voilà, on monte comme on peut monter, mais c'est surtout les dénivelés négatifs qui risquent de laisser quelques séquelles sur des gens qui sont pas forcément préparés physiquement, musculairement, qui peut être éventuellement peut-être un peu en surpoids, donc des impacts très très importants sur les articulations. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur, mais bon, voilà, je préfère que les gens fassent de l'ultra plutôt que regarder Netflix, qu'ils aillent consommer de l'alcool. Non, mais voilà. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui me fait peur. Voilà, aujourd'hui où on part sur vraiment des distances ultra. C'est donc pour certains, c'est pas un problème, mais c'est quand même pas ouvert à tout le monde. Et j'ai peur qu'aujourd'hui on banalise un petit peu ce type d'effort. Voilà, c'est pas ouvert à tous. C'est ouvert à tous peut-être, mais il faut le temps. Que ce soit graduel, c'est une évolution, c'est une montée progressive. Voilà. On va trop vite, on veut tout et tout de suite. Mais ça, c'est pas que dans le sport, c'est dans la vie et dans notre vie moderne en général. Tu as parmi tes nombreuses casquettes, celle d'entraîneur de l'équipe de France de trail. Est-ce que tu avais cette fibre en toi et des prédispositions depuis toujours à encadrer, à transmettre? Est-ce que tu te destinais à ce type de rôle ou c'est des opportunités qui sont présentées à toi et qui ont rendu possible cette casquette que tu as aujourd'hui d'entraîneur? C'est quelque chose qui m'a toujours passionné de m'occuper des autres. Déjà, lorsque je t'ai dit que j'avais commencé au football, ensuite, je suis devenu entraîneur. Voilà, alors que j'étais encore en capacité de jouer, voilà, j'ai basculé rapidement parce que c'est faire progresser. Je sais pas pourquoi. J'ai plus envie de faire progresser les autres que moi-même. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à un moment donné. Je te dis, dans le football, j'étais déjà passé entraîneur alors que j'avais 25 ans, alors que j'étais
complètement capable encore de jouer. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, d'essayer de faire partager. Alors, non, pas mon expérience, parce qu'au football, j'en avais pas tant que ça. J'en ai un peu plus dans la course à pied, mais voilà, c'est d'essayer de faire progresser les gens. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est ma flamme, qui est mon moteur. Je te dis, j'ai passé les 60 ans aujourd'hui et cette flamme, elle est toujours intacte. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et puis tu l'as dit, j'ai cette chance aussi d'entraîner cette équipe de France depuis sa création en 2009. Et voilà, j'ai partagé des moments très très intenses, des moments inoubliables. Alors ça aussi, c'est pareil, il y a une évolution, hein. Je me souviens, dans les années 2009, il avait fallu que j'appelle des coureurs pour les solliciter pour venir intégrer cette équipe. Personne n'en parlait. On passait un petit peu pour des marginaux presque. Et alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas de souci pour trouver du monde pour être dans l'équipe. C'est plutôt, parfois, on me reproche de ne pas avoir pris un tel ou un tel, quoi. Alors qu'à cette époque-là, il y a 10 ans, 10-12 ans maintenant, c'était pas du tout le cas. J'aurais sélectionné un chien, personne n'aurait rien dit. Voilà, donc voilà, c'est ça, c'est une grosse évolution. Par contre, au niveau de l'équipe de France, où on voit l'engouement aujourd'hui que les gens ont pour essayer de l'intégrer. Et avec succès, quand on voit les résultats. Avec succès. Alors, l'un forcément entraîne l'autre aussi, c'est logique. On a des bons résultats pour plusieurs raisons, je pense. Parce qu'on est quand même, je pense, dans les précurseurs de cette discipline, en Europe, tout au moins. On a d'excellents coureurs. Excuse-moi Philippe, quand tu dis précurseur, c'est parce qu'on a démarré plus tôt que les autres, on a compris plus tôt les enjeux et comment il fallait structurer. Ça vient des États-Unis et je crois que les organisateurs des Templiers, Gilles Bertrand en l'occurrence, vraiment a propulsé cette discipline. Parce qu'on a fait les Templiers d'une course phare et très très rapidement, alors que c'était juste les débuts de la discipline et déjà on avait une épreuve phare. Donc voilà, je pense. Aujourd'hui, on a, bon, je te dis, des bons coureurs, voilà, certainement dans les tout meilleurs au monde. Et on a surtout un vivier qui est très très important. Ce qui nous permet d'avoir une équipe de France lorsque plus tu as un vivier important, plus forcément l'élite que tu en dégages, plus tu as un choix et plus ton choix est vaste, forcément tu peux retirer les meilleurs. Mais aussi il y a un phénomène, c'est qu'on a aussi en France, et parfois on a tendance un petit peu à l'oublier, je crois les meilleurs organisateurs du monde. Voilà, moi j'ai voyagé un petit peu partout. J'ai vu comment c'était organisé, même sur des courses qui pourtant parfois ont une renommée très importante. Voilà, c'est en France qu'on est les meilleurs au niveau de l'organisation, hein. La moindre petite course, on sait le dénivelé positif, négatif, alors que parfois même sur des grosses courses, c'est pas toujours le cas à l'étranger. Donc les organisateurs sont un élément essentiel de la chaîne de l'équipe de France. Ils en sont peut-être pas conscients. Mais justement, parce qu'on organise des courses de très bon niveau, très bien organisées aux quatre coins de la France et tous les week-ends, qui fait que ça attire du public, ça attire des coureurs. Et forcément, aujourd'hui, plus il y a des coureurs, et forcément, le sommet de la pyramide, il est d'autant plus haut qu'il y a une base qui est large. Donc, du coup, ça me permet à nous, le staff de l'équipe de France, de pouvoir avoir les meilleurs éléments. Donc après, le personnel soignant, un coup de chapeau aux orgas de course, voilà, s'ils nous écoutent. Voilà, c'est un petit peu tout dans le même axe, hein. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit, je l'ai écrit là sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment le mettre en avant, mais on est dans le plus beau pays du monde. Alors parfois, bien sûr, on se plaint, hein, ça va pas comme on voudrait, mais on aime bien faire ça, voilà, en France, effectivement. On sait le faire. Voilà, donc, mais j'ai été soigné comme je serais soigné dans aucun pays du monde, faut être clair. J'ai été pris en charge et je le redis, les organisateurs français sont dans les meilleurs au monde, hein, y compris des petites organisations qu'on met pas toujours forcément en évidence. Mais c'est grâce à eux que aujourd'hui beaucoup de coureurs prennent du plaisir sur cette discipline. Et si cette discipline est en expansion, c'est parce que justement ces organisateurs sont capables de proposer des prestations de très haut niveau.
Philippe, est-ce que tu peux nous éclairer sur ton rôle d'entraîneur de l'équipe de France? Quelles sont tes principales missions? Où est-ce que commence ton rôle et où est-ce qu'il s'arrête? Alors, c'est un petit peu particulier. Enfin, c'est un petit peu particulier. Souvent, je fais référence à l'équipe de France de football parce que les gens connaissent un peu plus. Alors, même si j'ai pas la prétention de me comparer à Didier Deschamps, mais c'est un petit peu le même principe. En fait, il y a des coureurs qui sont disséminés aux quatre coins de la France et ils ont leurs propres entraîneurs, leurs propres clubs, leurs propres structures, leur propre team. Voilà. Ensuite, nous, moi, tout au long de l'année, j'essaye d'avoir le maximum d'informations pour savoir où ils en sont, notamment des gens qui sont déjà qui ont déjà été dans le groupe France. Et puis j'ai toujours un œil sur des personnes qui pourraient arriver. Ensuite, là-dessus, on organise des sélections. Nous, la sélection, on a toujours pratiqué comme ça. C'est sur des courses parce que parfois on peut dire que ça peut être injuste parce qu'un coureur a fait une belle saison et le jour de la course de sélection, il n'est pas forcément au rendez-vous. Mais c'est aussi, je pense, d'être en capacité d'être au rendez-vous le jour J, un élément incontournable d'ensuite lorsqu'on a une équipe de France, parce qu'il va falloir répondre présent et ça sera telle date et à tel moment, sur tel format. On nous demande pas à quel moment ça sera, sur quel format qui vous arrange le plus. Donc voilà, il faut être capable de répondre présent le jour J. Hormis ces courses de qualification, Philippe, c'est vrai qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est-à-dire si c'est un athlète qui est incontournable selon toi, il n'y a pas de chemin de traverse. C'est ces courses de sélection qui voilà, alors, là, tu étais trop vite. Effectivement, on se laisse toujours une petite marge. Voilà, on ouvre au maximum sur une course de sélection. C'est-à-dire, voilà, on dit sur cette course, là, on prend les deux premiers et les deux premières, point barre, et qui que ce soit, on les prend. Voilà. Après, souvent, on essaie d'en faire 2 dans l'année. Et souvent, on s'appuie sur le championnat de France aussi. Et puis, on se laisse toujours une petite marge de gens qu'on dit qui ont potentiel. Voilà. Et qui, pour X raisons, n'auraient pas pu performer le jour J. Voilà. Donc, on se laisse quand même une marge de choix pour dire, voilà, celui-là, effectivement, il n'a pas rempli les critères de la sélection pure et dure. Mais quelque part, nous, on estime, on prend la responsabilité de le sélectionner parce qu'on estime qu'il a tous les atouts pour faire partie de cette équipe. Voilà, donc on se laisse quand même cette petite marge. Mais pour répondre à la question que tu m'as posée et comment on fonctionne, donc des athlètes tout au long de l'année s'entraînent avec leurs entraîneurs et puis un mois souvent avant une grosse échéance, avant un championnat du monde, on les réunit sur un stage qui va durer à grosso modo une semaine. Et là, effectivement, ces athlètes-là vont suivre le plan d'entraînement que j'aurais mis en place. Alors, c'est un plan d'entraînement traditionnel, on ne fait pas rien de particulier. L'intérêt, c'est de créer un esprit d'équipe. C'est que les athlètes se connaissent entre eux, parce que souvent, ils se croisent peut-être sur la ligne de départ, sur la ligne d'arrivée, mais bon, voilà. Là, on va vivre pendant une semaine ensemble. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de créer une équipe. En fait, on est dans un sport individuel, mais on essaye de créer l'alchimie entre tout le monde, de créer une émulation entre les athlètes qui fait que et voilà, j'ai la prétention de dire que ça marche, que le jour du championnat du monde, même s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer les athlètes, ils vont au-delà, de leur écoute, de leur propre écoute, parce qu'ils savent que ils sont là pour l'équipe et que à un moment donné, ils n'ont pas le droit d'abandonner, mais abandonner, je parle en guillemets, la course. Et voilà, c'est ça le but, c'est de motiver tout le monde de façon à ce qu'on fasse un groupe et que cette motivation nous serve vraiment à avoir les meilleurs résultats. Est-ce qu'il peut y avoir parfois je vais utiliser le terme de conflit d'intérêt, c'est pas exactement ça, mais en tout cas des frictions sur des modes de préparation individuels d'athlètes qui, toi, quand ils sont dans le cadre de l'équipe de France, ont des préparations qui sont un peu dissonantes peut-être par rapport à ce qu'ils font par ailleurs, ou est-ce que tout ça se veut, toi, tu cherches à t'intégrer au mieux aussi dans leur cheminement individuel et leur voie de préparation? Comment tu composes avec des profils hétérogènes? Voilà, c'est assez compliqué parce qu'on a des athlètes qui s'entraînent pas tous de la même façon et qui n'ont pas des volumes d'entraînement identiques. Parce que de par chacun a une vie professionnelle, a une vie familiale qui est différente les uns des autres. Certains ont des enfants, d'autres en ont pas. Certains ont des
ont une activité professionnelle très très intense avec des responsabilités. D'autres n'ont pas ce problème-là. Donc forcément, tout le monde n'a pas les mêmes critères d'entraînement. C'est vrai que lorsqu'on fait le stage, c'est pour ça que dans le stage, je donne un plan d'entraînement global, mais que j'adapte en fonction de chacun. Parce que voilà, on n'est pas là pour perturber les athlètes, surtout que ce stage-là se fait un mois avant le championnat. Donc, ce n'est pas le moment de créer un doute dans la tête des athlètes. Parce que le doute, c'est le pire ennemi du sportif. Si on fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à l'entraînement, ça va leur faire poser des questions, de dire « Ah ben, j'ai pas fait ça, moi, et voilà, je veux pas être à la hauteur, puisque moi, j'ai pas fait, alors que certains l'ont fait. » Non, on essaye de faire, et y compris dans le plan d'entraînement, je fais quelque chose de très, très simple, que des choses que forcément tout le monde fait. Voilà. Je fais peut-être des choses un peu plus compliquées lorsque j'entraîne mes propres athlètes, mais lorsqu'on fait ce stage-là, il faut faire quelque chose de simple, que tout le monde s'y retrouve. L'important, c'est, voilà, de toute façon, c'est tous ces athlètes, même si on les réunissait pas, de toute façon, ils font la même chose, chacun dans leur coin. L'intérêt, c'est d'avoir des athlètes de même niveau qu'eux, qui va permettre aussi de parfois sur le stage d'aller un petit peu au-delà, parce qu'il va falloir se mesurer les uns les autres. Et puis cet esprit d'équipe dont je te parlais tout à l'heure. Mais moi, quelque part, si ces athlètes arrivent en équipe de France, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, je ne juge jamais de ce qu'ils font à l'entraînement, puisque si leur entraînement n'était pas bon, on pourrait penser qu'ils ne devraient pas être avec moi. Donc, je n'interviens pas là-dessus. Voilà, je parlais tout à l'heure de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Je ne pense pas que Didier Deschamps va voir l'entraîneur de Paris Saint-Germain, de Marseille, etc., pour leur dire non, mais tu les entraînes pas correctement, tes gars, là, il faut que tu leur fasses faire ça. Je ne pense pas. Simplement, quand ils sont avec Didier Deschamps prépare des techniques, prépare des choses avec le groupe qu'il a, mais voilà, après, je ne pense pas qu'il intervienne ensuite sur, en l'occurrence en football, c'est les clubs, pour aller leur dire il ne faut pas s'entraîner comme ça, faudrait mieux faire ci, mieux faire ça. Donc, je ne pense pas. Donc, c'est un petit peu à l'image. Moi, je n'ai pas à intervenir, il me semble. Enfin, c'est ce que je fais toujours. Hein. Moi, je n'interviens pas dans leur entraînement quotidien sur l'année. Hein, et ils ont leurs entraîneurs et j'estime pas avoir... j'ai aucune légitimité pour venir dire c'est pas ça qu'il faut faire, il faut mieux faire ça. Par contre, après, quand ils sont avec moi, on fait ce que moi je propose, tout en l'adaptant par rapport à... Tu peux avoir aussi un athlète qui a une petite blessure, qui a un petit problème, et auquel cas, celui-ci, tu peux l'exenter de faire des choses, parce que voilà, ce que toi tu veux, c'est qu'il soit le meilleur possible le jour du championnat du monde, et non pas le jour du stage. Donc voilà, ouais, ça va faire maintenant 12 ans que je fais ça. J'ai jamais eu de problème. Donc ça doit pas si mal fonctionner que ça, puisque voilà, c'est ce qu'on va dire. Après, voilà, je veux pas être prétentieux et dire que c'est la recette miracle. De toute façon, des recettes miracles, il n'y en a pas. Des entraîneurs qui savent, il n'y en a pas non plus. Voilà, chacun a une méthode qui peut être un peu différente les unes des autres, et puis chacun a des résultats. Donc, qui détient la vérité, je suis surtout pas sûr qu'il y en ait une. Il y en a plein de vérités. Donc, tu prétends pas aucune prétention à dire qu'il faut suivre ce que moi je préconise. Voilà. Tu faisais le parallèle avec des sports collectifs. C'est des choses qu'on entend parfois, notamment dans le rugby. Est-ce que tu as suffisamment de temps avec ces athlètes-là pour créer cette cohésion, parce que ce que tu disais globalement sur la partie technique, athlétique, qui sont déjà très bien en place et ils t'ont, on va dire, quasiment pas attendu pour être à ce niveau-là. Est-ce que pour créer ce lien, est-ce que là, le stage dont tu parles, ou les réunions que vous avez, ou le temps que tu as sur place avant la compétition, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu aimerais avoir plus de temps avec eux? Est-ce que tu le construis différemment avec une relation qui vit aussi pendant l'année avec des points d'échange? Quels sont tes points de passage avec eux aussi hors compétition? Quelle est la relation que tu entretiens avec eux? Je les connais parce que voilà, je suis sur les courses, donc je les vois, on échange parfois au téléphone, mais effectivement, on aimerait tous avoir plus de temps à passer ensemble pour se préparer. Après, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que ce sont pas des professionnels, ce sont des gens qui font ça
voilà, c'est leur loisir, hein, et même si c'est des grands champions, c'est aussi leur loisir. Ils ont un travail et que c'est pas facile de prendre des congés pour venir faire des stages. Donc d'un côté, effectivement, on aimerait les avoir plus, mais on s'aperçoit que c'est très très difficile. Si on leur propose plus, ils ont des difficultés pour venir. Il faut savoir que voilà, les gens vont venir une semaine en stage avec moi, ça veut dire une semaine de vacances. Ensuite, on va repartir sur un championnat. Lorsqu'on va par exemple en Patagonie, voilà, 30 heures de vol, aller, retour, on est reparti pour 10 jours, 10-12 jours. Ça veut dire qu'ils vont passer la moitié de leurs 5 semaines de vacances avec nous. Et ça veut dire qu'ils vont surtout pas le passer avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis, etc. Donc, ce que tu dis sur eux, Philippe, d'ailleurs, c'est un peu vrai pour toi aussi, non? De ce que j'ai compris, toi, c'est une activité, tu prends sur ton temps de vacances, c'est valable aussi pour toi en tant qu'entraîneur, puisque tu fais ça à titre bénévole? Tout à fait, je fais ça à titre bénévole. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile que je travaille plus, donc je suis en retraite, donc voilà, j'ai plus de disponibilité, même s'il me semble que j'ai encore plus pris qu'avant, mais voilà, ça c'est plus facile aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je prenais aussi sur mes congés, donc je suis bien conscient du problème. D'un côté, on aurait envie de les avoir davantage, de faire davantage de choses, mais c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir tout cumuler entre le travail, la famille et le sport. Donc c'est vrai. Voilà, sur le papier, on a tous envie, effectivement, on dit il faudrait faire plus, mais qu'on s'aperçoit que lorsqu'on propose plus, c'est très très compliqué pour que les athlètes adhèrent ensuite. Donc on a toujours des difficultés. Donc voilà, c'est un problème. Ce problème, j'y étais aussi confronté tout au long de ma carrière. J'ai eu ce problème-là. C'est difficile, c'est toujours difficile qu'il y ait une compatibilité entre entre sa passion et puis qu'on puisse mettre en place tout ce qu'on aura envie. Mais bon, on a aussi des contraintes. Alors, qui ne sont pas des contraintes. La famille, c'est pas une contrainte. Mais voilà, il faut aussi tenir compte de ces paramètres. Il faut bien penser qu'il n'y a pas que l'équipe de France non plus. Il y a tous les athlètes aussi. Voilà, ils ont pour beaucoup des partenaires qui souhaitent faire un regroupement avec eux. Donc, c'est encore des congés qu'ils doivent prendre. Et puis, ils sont sur certaines courses, parfois qui sont pas forcément très proches de leur domicile. Donc, des fois, parfois, c'est un petit peu aussi pareil, compliqué. Et moi, j'avais cette même problématique aussi. Donc, voilà, c'est pas si simple que ça. Après, on fait avec. Donc, déjà, il faut quand même savoir, quand je dis qu'on est dans un pays qui est très beau, voilà, ce qu'on fait avec les stages, on est pratiquement le seul pays au monde à le faire. Aujourd'hui, les Espagnols, ça y est, le font, mais parce que plutôt ils viennent nous copier pour essayer, parce que les Espagnols ont été souvent en questionnement de savoir pourquoi nous on réussissait en équipe de France, alors que parfois les coureurs espagnols ou les coureurs américains réussissaient parfois plus que les nôtres dans des courses traditionnelles, et que nous, le jour du championnat du monde, on arrivait à se hisser au-dessus des autres. Et bon, voilà, ils ont compris un petit peu notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, beaucoup de nations nous ont copiés, et puis tant mieux. Mais pour organiser aussi des regroupements, des choses comme ça, qui soudent une équipe, voilà, c'est cette notion d'équipe qu'on peut développer grâce à ces regroupements. Tu es entraîneur de l'équipe de France depuis 2009, tu nous l'as dit, Philippe. Oui. Et avant, j'ai quand même une particularité, c'est que j'étais aussi entraîneur de l'équipe de France de 24 heures, de 2008 jusqu'à 2015. Et en 2015, j'ai demandé à ne plus m'occuper de cette équipe parce que d'abord, il y avait quelqu'un qui arrivait, un ancien athlète, et qui était tout à fait en capacité de me remplacer, voire même mieux que moi. Et puis parce que le trail prenait beaucoup d'importance et c'était difficile de cumuler les deux. Et puis en cumulant les deux, j'avais 2 stages, 2 championnats du monde, donc j'avais plus de congés du tout, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc c'était un peu difficile. Donc fait un choix. Mais c'est vraiment une équipe que je souhaite pas oublier. Parce que c'est une équipe avec qui j'ai vécu. J'ai eu la chance aussi, on a gagné beaucoup de médailles. J'ai vécu des moments extraordinaires. C'est avec des gens très très bien. Certains qui font du trail d'ailleurs et qui réussissent assez bien. Voilà, donc c'est une équipe que je veux pas oublier. Elle est souvent un peu mise
à part, sur le côté, oublié, mais il faut surtout pas, parce que c'est une équipe avec qui j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Et donc, sur ces différentes équipes que tu as pu entraîner depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est quoi, selon toi, les indispensables qualités pour réussir et puis surtout de réussir à durer? Comment est-ce qu'on est encore dans le coup plus de 10 ans après? Comment est-ce qu'on a l'air? C'est pour moi que tu... Pour toi, à ton niveau, mon niveau, à toi. moi la passion. Voilà, je crois que quelqu'un qui est passionné, c'est déjà l'élément moteur. Voilà, être passionné par ce qu'on fait. Voilà, et puis... allez, je vais te dire un secret. Il faut... non, je suis plaisante. Voilà, jamais s'asseoir sur ses lauriers. Voilà. Et jamais ne penser que par ces résultats qui ont été bons, on a la science infuse et de croire qu'on est les meilleurs. Moi, je le vois lorsque je vais parfois faire de la formation avec des entraîneurs. Je forme des entraîneurs. J'interviens parfois. Et parfois, ils sont surpris. Je leur dis, mais peut-être que c'est vous qui allez m'apporter des choses. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre quelque chose, mais il faut bien penser que c'est réciproque. Et moi, je vais apprendre de quelque chose de ce que vous dites. Et peut-être que dans nos discussions que l'on aura eues, ça va me faire cogiter un peu et je vais peut-être appliquer des méthodes qui aujourd'hui me paraissent pas forcément les meilleures, mais au fil de la discussion avec vous, peut-être vous allez m'amener des éléments de réflexion qui vont faire que je vais modifier ce que je pratique. Et je le vois, et c'est vrai d'ailleurs, parce que entre aujourd'hui, tel que j'entraîne aujourd'hui et tel que j'entraînais il y a 10 ans, je pense que ça a évolué. Ça a évolué. Il y a 10 ans, j'étais plus dans des choses plutôt classiques, que j'étais forcément. Je sortais de formation, donc j'appliquais, voilà. Aujourd'hui, avec l'expérience, il y a certaines choses que alors peut-être que j'ai peut-être tort, hein, mais des choses, je me fie plus à mon expérience qu'à réellement ce que j'ai appris dans les livres. Voilà. Bon, après, peut-être que parfois, je m'éloigne trop, d'ailleurs. Il faut peut-être que j'en revienne à l'ABC, mais voilà, rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut... c'est toujours une remise en cause, voilà, permanente. Ça, c'est un élément qui fait avancer. Et puis, mais l'élément essentiel, c'est quand même la passion. Si on n'a pas la passion... on peut masquer le manque de passion pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si on n'a pas la passion, la foi dans ce qu'on fait, même si parfois il y a des traversées un peu compliquées, des problèmes, mais voilà, les problèmes c'est fait pour être surmontés et on en ressort à chaque fois plus fort, mais voilà, la passion c'est quand même le maître mot pour faire avancer quelqu'un, je suppose. Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui dans ce rôle-là? Tu nous as beaucoup parlé de passion, aussi les souvenirs qui remontent, enfin, tes plus belles joies finalement, c'est pas que des victoires, j'imagine, il y a aussi des moments de réunion, le lien que tu as pu créer avec des athlètes. Qu'est-ce qui t'accomplit pleinement dans ce rôle? C'est l'humain, justement, ce lien que tu développes, cette idée de prendre quelqu'un, de l'emmener le plus loin possible, voilà. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Alors, aujourd'hui? il faut savoir, il y a 2 choses quand même. Moi, j'ai 2 casquettes là, hein. J'ai la casquette à la fois de l'entraîneur de l'équipe de France, mais j'ai aussi la casquette d'entraîneur d'athlètes. Voilà, voilà. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces athlètes que j'entraîne sont aussi en équipe de France. Donc, voilà. Mais il est bien évident que j'ai forcément plus de points communs avec les athlètes que j'entraîne au quotidien que ceux que je vois une fois par an lors du stage. Forcément, on a des liens qui sont beaucoup plus forts parce qu'on est en contact permanent, on est en contact, voilà, je les rencontre physiquement aussi. Voilà, il y a forcément plus de liens avec et je dirais presque que je prends plus de passion aujourd'hui avec ces athlètes-là qu'avec l'équipe de France. Parce que, quelque part, les résultats qu'ils ont, ouais, notre travail, voilà, alors c'est quand même les coureurs qui courent, hein, c'est pas moi. Mais voilà, le travail que l'on fait, voilà, on en a les résultats. Lorsque l'athlète y performe, voilà, on se dit, voilà, ben on a vu juste. Alors que voilà, quand je suis en équipe de France, c'est plus sur l'esprit d'équipe, la cohésion qu'on essaye que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais tous ceux qui me connaissent savent que en fait, voilà, souvent j'ai des surnoms, hein, Papa Phil, voilà, j'ai beaucoup de surnoms dans ce monde.
parce que j'accorde énormément effectivement, tu l'as dit, d'humain, de psychologie aux athlètes, parce que je pense que voilà, c'est comme ça qu'on peut leur faire franchir un petit cap supplémentaire. Tous les athlètes, c'est des très très grands athlètes, et c'est parfois dans des relations un peu plus paternalistes. Alors je sais pas, je connais pas les bons termes, mais je veux dire voilà, on a des relations qui vont au-delà de l'entraîneur. Moi, j'ai des athlètes aujourd'hui qui ont tiré un trait sur leur carrière. Ça n'empêche pas qu'on a des contacts, on a beaucoup de contacts, ils viennent à la maison. Moi, il n'y a pratiquement pas un athlète que j'ai entraîné qui n'est pas passé à la maison, même si on habite loin. Voilà, je connais, si c'est des filles, je connais leur mari, leurs compagnons. À l'inverse, si c'est des mecs, je connais aussi leurs copines, leurs femmes. Je connais les enfants. Voilà, tout le monde connaît ma femme. T'es le parrain de combien d'enfants d'athlètes que tu entraînes? Oh là là, je sais pas. Autant du nombre de médailles d'or que tu as eu. Officiellement, peu, mais non, mais voilà, tu vois, parfois c'est souvent une image assez surprenante, c'est que même ma femme, elle les connaît très bien, et parfois il m'appelle sur le téléphone fixe. Bon, c'est assez rare, mais et puis j'entends, je suis dans mon bureau, j'entends que c'est Mireille qui est en train de parler avec un athlète, et en fait il parle, mais et puis à un moment donné, je suis obligé d'aller voir ma femme. Je dis, oh, matin, c'était à moi qui voulait téléphoner là, mais en fait, il parle, bah voilà, et un tel, comment ça va, voilà, parce que voilà, il y a des relations qui se sont nouées aussi, aussi avec mon épouse, parce que voilà, chaque fois qu'elle peut aussi, elle vient sur les courses. Elle aussi a pratiqué le trail, elle a pratiqué le trail, mais il y a longtemps aussi. Et voilà, donc voilà, c'est ma façon de faire. Après, c'est la mienne. Je dis pas que c'est la bonne, mais moi, je sais pas faire autrement. Et puis voilà, ça marche suffisamment pour que je continue à faire ça. Et puis voilà, quoi. C'est ma façon aussi de réussir à faire passer mes messages. C'est d'être le plus proche possible des athlètes. Et je pense que c'est l'aspect. Alors, c'est pas de la préparation mentale, hein, mais parfois dans mes propos, dans la façon dont j'aborde les choses, voilà, je m'aperçois qu'il y a des messages qui arrivent à passer. Et parfois, où ça me fait parfois sourire, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est lorsque je vois sur une interview un athlète qui reprend des propos que moi je lui ai tenus, et qui en fait sien de ces propos-là. Qui dit des choses, des phrases. Je dis, tiens, voilà, finalement, quand je lui ai parlé de ça, je m'en étais pas perçu, mais ça a fait mouche, puisque c'est lui maintenant qui utilise la phrase que moi je lui avais, que je lui avais proposée. Donc voilà, ça c'est, voilà, je suis plus sur l'aspect humain peut-être que sur l'aspect entraînement pur et dur. Voilà, et c'est la différence, si tu veux, entre ce que moi j'appelle l'entraînement et le coaching. Voilà, souvent on fait l'amalgame des deux, on dit hey, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Non, à mon sens, c'est deux choses totalement différentes. L'entraîneur, c'est celui qui met des séances d'entraînement les unes derrière les autres. Le coach, c'est celui qui, une fois que les séances ont été mises, qui les met le bon jour, au bon moment, au bon endroit, et qui justement apporte un petit plus par ses relations à l'athlète. Voilà, c'est la grosse différence entre les deux, entre le coaching et l'entraînement. Voilà, pour moi, c'est deux choses différentes. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Philippe. On a pris le temps, mais c'était vraiment passionnant déjà. C'est qu'une introduction, là. Ouais, ça va durer. Alors, ça va durer. T'as ta journée, c'est bon? Non, mais ça vaut le coup. Oui. Voilà, y a tellement de choses que tu as à transmettre que c'est extrêmement intéressant de laisser le micro ouvert là, et t'écouter. Ouais, on va quand même passer à notre rubrique de la basket chinoise, donc un classique de l'émission. Je vais te poser 3 questions sur ce portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi? Personnage fictif, qui serait-il? Alors, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est en lien avec mon enfance. Je pense que ça laisse toujours des traces, ça. Voilà, je dirais un personnage de bande dessinée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin. C'est Tintin. Voilà, c'est un personnage qui m'accompagnait tout au long de ma jeunesse. Voilà, j'étais chaque fois qu'un nouveau livre sortait de Tintin, et
voilà, ma grand-mère me l'offrait. Et voilà, donc peut-être au-delà du personnage, ça évoque tout un ensemble de choses. Ma grand-mère qui m'achetait ses livres sitôt qu'ils sortaient. Voilà, c'est peut-être en fait pas que le personnage lui-même Tintin, c'est tout ce que ça évoque. Mais voilà, Tintin, voilà, c'est peut-être quelque chose, même s'il me semble pas que je lui ressemble beaucoup. Mais il y a voilà, les personnages à moustache de BD qui est un peu plus connu que Tintin aussi, dans la catégorie à moustache. Et c'est qui? Astérix. Astérix, mais oui, mais c'est ouais. pas ta Madeleine de Proust. c'est pas ça. J'aurais pu, effectivement, mais non, j'accrochais moins qu'avec Tintin. Voilà, même si effectivement, Astérix, Obélix, ils ont aussi bercé ma jeunesse. Deuxième question de cette basket chinoise, Philippe, si tu étais un animal, lequel serait-il? Ah bah alors là, j'hésite pas une seconde, je te dirais un chien. D'accord. Parce que j'ai eu des chiens, mon papa chassait, mais on habitait en ville, donc le chien, il faisait partie de la famille. En plus, je suis fils unique, moi. Donc, le chien, c'était un petit peu peut-être mon frère, ma sœur, en fonction de si c'était un mâle ou une femelle. Et voilà, et quelque part, c'était aussi celui à qui je me confiais, parce que voilà, en étant fils unique, j'avais pas ni frère ni sœur. Donc voilà, j'ai vécu tout le temps avec. Et puis, depuis que moi je suis marié, j'ai aussi un chien, tout le temps. C'est un élément incontournable de la famille. Voilà, même si j'ai eu 2 enfants, on a toujours un chien. Voilà, et c'est toujours quelque chose qui m'apporte beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose qui est capable de calmer quelqu'un, d'apporter d'apporter sa joie. Et puis c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments avec vous, des sentiments de gentillesse. Même si un animal, malheureusement, des gens les battent, mais ça fait rien. Ils sont quand même, voilà, c'est leur patron et ils vont pas chercher à fuir parce que voilà, c'est leur patron, c'est comme ça. Et voilà, donc le chien vraiment, il a bercé toute ma vie depuis que j'ai 60 ans, donc je commence à en avoir passé pas mal de chiens. Hein. Mais tant que je pourrais en avoir, je serai en capacité d'avoir des chiens. Voilà, même si parfois c'est des contraintes parce qu'il faut le sortir, voilà, il y a parfois on part quelque part, on dit les chiens, on en fait quoi? Voilà, donc bon, mais voilà, c'est vraiment un animal forte de ta vie. compagnie. Voilà, complètement. Dernière question de cette basket chinoise pour toi, Philippe. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, donc tout sport confondu, toute époque confondue, qui est source particulière d'admiration pour toi? Alors, ça va peut-être te surprendre, hein. Mais voilà, moi je te l'ai dit tout à l'heure, je suis stéphanois. J'ai l'épopée des Verts qui a bercé toute ma jeunesse. Et il y a un joueur, son surnom c'était l'Ange Vert, c'était Dominique Rocheteau. Voilà, c'était moi tous les matchs de Coupe d'Europe de Saint-Étienne, j'étais ado, j'y étais tout le temps. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis là, mais voilà, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les joueurs commençaient leur carrière en tant que stagiaires dans un club et pratiquement ils la finissaient dans ce club. Donc, il y avait des attaches beaucoup, beaucoup plus fortes, il me semble, entre les joueurs et leur public qu'ils le sont aujourd'hui. Où aujourd'hui, voilà, on n'est plus sur une notion d'argent. L'argent existait, mais voilà, c'était peut-être pas l'essentiel critère de la carrière d'un joueur. Voilà, et c'est quelqu'un qui a fait vibrer, je crois, la France entière dans ces années-là, et qui représentait bien notre ville. Nous, on était dans une ville minière, Saint-Étienne, et malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas, les mines avaient fermé, donc c'était industriellement, ça a été quand même assez compliqué, Saint-Étienne. Et vraiment, le football a amené une joie et puis une reconnaissance pour cette ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était dans les années 70, donc on va dire ça fait 50 ans presque, plus même, Saint-Étienne est encore reconnu dans le monde du football par rapport à ce passé-là. Et que même si des équipes aujourd'hui avec des moyens énormes viennent à gagner la Coupe d'Europe, alors que Saint-Étienne l'a perdu, hein, jamais, je crois, dans le cœur des gens, ils seront au niveau de ce que pourrait être Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne était, pour les Stéphanois, était quelque chose d'énorme, mais je crois que pour l'ensemble des Français, vraiment tout le monde a soutenu cette équipe avec ses valeurs, des valeurs du travail, des valeurs qui représentaient bien la ville. Et voilà, je crois que ça aussi, c'est une époque une page qui s'est refermée, ou peut-être même le livre s'est refermé d'ailleurs.
C'est pas que la page qui s'est tournée de ce type de football et avec l'engouement qu'on pouvait avoir pour une équipe. Merci beaucoup Philippe pour cette basket chinoise. Le moment est venu de nous plonger dans ta course épique. Avant cela, quelques mots pour planter le décor de ces championnats du monde de trail 2015 qui se sont tenus sur le parcours de la Maxi Race. Organisée par l'ITRA, cette 5e édition des championnats du monde de trail ont lieu le 30 mai 2015 à Annecy-le-Vieux lors de la 4e édition de la Maxi Race du lac d'Annecy sur une distance de 85 km pour un peu plus de 5000 mètres de dénivelé positif. La course, elle offre à ses participants de faire le tour du lac d'Annecy par les montagnes, de traverser différents massifs, Semnoz, Tournette ou encore Montverrier, qui offrent des points de vue uniques sur le lac et ses différentes facettes. Jamais autant de nations cette année-là, donc 39, ni autant de coureurs, 286, représentant l'élite mondiale du trail, n'avaient été présents sur la même ligne de départ, ce qui en dit long du niveau attendu sur la course. Chaque nation pouvait être représentée par un maximum de 9 femmes et 9 hommes. Ça, tu vas nous raconter tout ça, Philippe. Le départ de ces mondiaux, ils étaient donnés 3h30 avant le départ de toutes les autres courses du week-end. Voilà pour ces quelques petits éléments introductifs et planter le décor de ces championnats du monde à domicile. Donc c'est ça qui aussi, je pense, lui ont donné une saveur très particulière. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, Philippe, l'heure est venue pour toi de se frotter à la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Là, j'ai peur. Là. Les championnats du monde dont tu vas nous parler aujourd'hui requièrent évidemment la plus grande préparation et le plus grand sérieux pour espérer s'y illustrer. Mais il existe d'autres championnats du monde qui sont bien plus fantasques. Ma question qui pique va donc consister à un jeu de vrai-faux sur des propositions de championnats du monde qu'on va dire originaux. À toi de me dire si ces championnats du monde existent ou pas. T'es prêt ? Oula. Après. Je te préviens, c'est du grand n'importe quoi. Première proposition pour toi, Philippe. Est-ce qu'il existe les championnats du monde de surf félin ? Surf félin ? Des chats sur les planches de surf. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais j'imagine, non. Ben non, je crois pas en tout cas. A priori non, parce que je crois pas que les chats soient naturellement très adeptes des environnements aquatiques. Mais par contre, et ça va t'intéresser compte tenu de ce que tu m'as dit dans la basket chinoise, il y a des championnats du monde de surf canin qui se déroulent chaque année dans la ville de Pacifica en Californie. Voilà. D'accord. Si un jour tu as envie de mettre ton chien au surf... 1-0 pour moi alors. Exactement. 1-0 pour moi, alors. Exactement, félicitations, ça part très bien. Deuxième question pour ce vrai-faux pour toi, Philippe. Est-ce qu'il y a des championnats du monde de portée d'épouse ? Ah oui, certainement, oui. Eh oui. Voilà, 2 sur 2, disons que ça démarre super fort. Alors, c'est pas très valorisant pour la femme, mais on peut dire que globalement, le principe est relativement macho sur cette course. C'est une ville en Finlande qui s'appelle, alors je vais quand même essayer de le dire, Sonkajärvi, qui est à 400 km d'Helsinki, qui propose chaque année au mois de juillet ces championnats du monde de portée d'épouse. Alors, le principe, ça consiste à finir un parcours de 253 mètres qui est semé d'obstacles avec sa femme sur les épaules. Et le but du jeu, c'est de pas la faire tomber, voilà, c'est mieux. Et cette course, elle tire ses origines de l'histoire d'un jeune célibataire local qui aurait kidnappé l'une des femmes du village d'à côté et qui l'aurait ramenée dans son village en la portant sur son dos. Donc la légende justifie en tout cas l'existence de cette course de telle façon. Et donc le duo gagnant a le plaisir de gagner le poids de l'épouse en bière. Voilà. Ah d'accord. C'est pas très glorieux, mais c'est plutôt marrant. Bon, 2 sur 2. Pour l'instant, c'est le grand chelem. Troisième et dernière question de cette question qui pique sur des championnats du monde non plus ou moins insolites. Est-ce qu'il y a, selon toi, un championnat du monde de lancer de tongs ? Oh oui. Eh oui, 3 sur 3, évidemment. Alors, ce championnat du monde, il est évidemment très attendu. Il a lieu chaque année en Gironde et figure-toi que le lancer de tongs fait des ravages maintenant depuis 15 ans. Et l'objectif, il est très simple, il faut envoyer sa tong à son ou sa partenaire qui est positionné le plus loin possible. Et le record du monde en 2020, en tout cas, c'était de 39,56 m. Voilà, donc j'imagine que les sportifs qui pratiquent ces épreuves-là sont des vraies pointures. En tout cas, c'est... Oh, c'est beau ça. Ça, c'est honteux, beau. C'est honteux. Donc voilà, écoute Philippe, bravo. 3 sur 3, c'est assez exceptionnel. Donc, Je suis pas l'entraîneur de l'équipe de France de trail pour rien. Hein. Ah voilà, ouais, franchement... Non, je pensais que tu allais me poser, il me semble, le lancer de bouse. Et ça, je sais que ça existe. Ah, très bien. Tu m'as pas posé... Ouais, je sais que ça existe, ça. Tu t'étais préparé pour cette question. J'étais déjà prêt. Sûr, voilà. Mais non, bon, tant pis. Bon, t'es pas champion du monde de lancer de tongs, mais t'es champion du monde de la question qui pique avec 3 sur 3, donc c'est déjà un bel accomplissement de vie, ça c'est sûr. Tu pourras le revendiquer haut et fort. Voilà, j'ai une médaille supplémentaire. Allez, c'en est fini de cette question qui pique, Philippe. Place désormais à des championnats du monde qui sont autrement plus impressionnants et que tu vas nous faire vivre avec toi. Je l'ai dit en introduction, les championnats du monde se tiennent cette année à Annecy, sur le parcours de la Maxi Race. Est-ce que ça change des choses, que ce soit en France ? Est-ce qu'il y a une énergie un peu différente, une pression supplémentaire, qu'elle soit positive ou à l'inverse plutôt contraignante et écrasante? Est-ce que ça change la donne que ce soit à la maison ? Forcément, ça change la donne parce qu'on sait qu'on va être plus regardé. Forcément, parce qu'on sait que les athlètes aussi vont avoir envie de plus performer parce que leurs amis, leurs familles pourront être présents alors qu'ils ne le sont pas forcément lorsqu'on est très loin de France. Donc forcément, ça met une pression. Alors c'est peut-être pas le bon mot, pression, hein.
ça met une envie supplémentaire. Et puis nous aussi, parce que on est chez nous. Et quelque part, on a envie aussi de performer pour faire voir que quand on est à la maison, on est plus fort que les autres. Donc forcément, oui, ça a mis une petite pression supplémentaire. On a pu avoir, entre autres, c'était la première fois, donc on a pu faire notre stage justement à Annecy sur le parcours de la Maxi. Donc ça aussi, ça a été un élément important parce que, bon alors, la plupart des coureurs avaient déjà fait cette course, hein, puisque c'est une course qui a lieu chaque année. Mais bon, le fait d'aller s'entraîner, quelque part, je dirais, de réviser un petit peu les différentes portions du parcours, on a fait en sorte, nous, d'aller s'entraîner chaque jour. On s'est déplacé, on a été en fonction de ce qu'on voulait faire. Hein, si on voulait faire un travail de côte, on allait dans une côte, etc., etc. On a essayé de brosser un petit peu la totalité du parcours pour que tout le monde l'ait bien en mémoire, se souvienne au maximum du relief, de comment l'aborder, etc. Donc voilà, on a mis des atouts supplémentaires de notre côté, mais forcément, en mettant des atouts supplémentaires, ça nous fait monter un petit peu, ça nous a fait augmenter. Voilà, on se devait d'être performant encore plus qu'on l'a été les fois précédentes. On a parlé beaucoup de ton rôle, Philippe, qui est central évidemment dans tout ça, mais c'est une aventure collective. Est-ce que tu peux nous parler, au-delà des athlètes, de l'équipe qui t'entoure et de la répartition des rôles? C'est quoi ton staff et le staff de l'équipe de France? Alors, on est toujours accompagné d'un staff médical, déjà. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est peut-être aussi un des points forts de l'équipe. Alors, même si aujourd'hui, maintenant, dans pratiquement beaucoup de nations ont aussi cet accompagnement médical. Mais jusqu'à présent, jusqu'à cette année-là, on avait un kiné et un médecin. Et vu justement que la délégation était plus importante que d'habitude, j'avais fait la demande auprès de la fédération d'avoir un second kiné, ce qui nous avait été accordé. Donc depuis, ce second kiné, il est resté avec nous. Mais effectivement, on a tout cet accompagnement médical. Alors médical, ça ne veut pas dire forcément soigner des malades ou des blessés. C'est aussi apporter un confort chaque jour, chaque soir, ou parfois le matin, par des soins, par des massages, voilà. Et puis aussi soigner un petit peu les petits bobos, on va dire, qui sont légion à ce moment-là de la préparation. On est un mois avant, les athlètes sont super bien entraînés, donc ont des gros volumes d'entraînement, donc forcément ça tire un peu à droite, à gauche, et ces kinés et ce médecin sont là aussi pour traiter ces problèmes, réconforter les athlètes, leur expliquer que c'est pas grave, parfois les emmener en urgence passer un examen parce qu'on a un doute sur une éventuelle blessure. Et c'est toujours intéressant, une fois qu'on a une radio, que l'on a une échographie, de s'apercevoir, de dire non, il y a rien d'un niveau médical. Donc voilà, et ça rassure, et souvent l'athlète est déjà à moitié guéri quand on lui fait voir qu'il n'y a rien de particulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important d'avoir ce staff médical et qui est là, qui est présent donc sur le stage, mais tout au fil de l'année aussi, qui est là pour répondre aux demandes des athlètes qui ont un souci, voilà, et qui ont une petite douleur quelque part. Alors souvent, voilà, les athlètes sont disséminés aux 4 coins de la France, donc les kinés ne peuvent pas forcément les avoir en soins. Mais par contre, voilà, ils ont un carnet d'adresses suffisamment important pour pouvoir leur dire vers qui se diriger en fonction de la blessure qu'ils ont, leur donner les bons contacts, parfois voilà, les introduire auprès d'un confrère pour essayer de gagner un peu de temps pour qu'ils puissent se remettre au plus tôt. Donc, ils ont un rôle pendant le stage essentiel, hein, mais aussi ils ont un rôle tout au fil de l'année où voilà, les athlètes peuvent les appeler pour leur demander un conseil, leur demander ce qu'ils pensent d'une douleur, etc. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, voilà, j'étais pas tout seul. Il y avait un certain Gilles Guichard qui m'a accompagné
qui m'a accompagné sur différentes équipes de France. Là, Il a un lien avec Geoffroy Guichard ou pas du tout? Il n'y a strictement rien à voir. Si ce n'est que Saint-Stéphanois aussi, mais non, il n'a pas de rapport. Il a été en équipe de France avec moi en 2009 sur la première équipe. Et voilà, lui, c'était plus le grand frère que l'entraîneur. Donc, c'était l'avantage aussi, c'est qu'il est en capacité de courir avec les athlètes, ce que moi, je suis incapable. Et puis, quelque part, c'est pas mon rôle non plus. Je suis pas là pour aller courir et pour leur faire voir que je cours plus vite. Alors, non, de toute façon, de ce côté-là, c'est pas possible. Mais non, voilà, je veux dire, à un moment donné, je dois prendre aussi de la hauteur et de la distance par rapport à ça. Donc, lui pouvait aller courir avec eux. Alors, souvent, même... l'avantage, c'est que lorsque le groupe se scinde en deux, alors souvent on a les garçons et les filles, voilà, c'est pas tout à fait dans les mêmes allures, donc parfois sur les sorties longues, et voilà, quelque part, moi je sais que Gilles était avec eux, avec les filles, donc je suis tranquille, je sais qu'il y a un mec avec et qui va attendre, s'il y a un problème, il va savoir aussi le gérer, ça peut arriver qu'un athlète ait un souci, et auquel cas, il faut peut-être qu'il stoppe et puis qu'on vienne le chercher là où on peut en voiture, mais bon, c'est bien de ne pas le laisser tout seul. Donc voilà, c'était important. Et puis, y compris les athlètes en courant, parfois se livrent un peu plus que lorsqu'on est dans une discussion. Et parfois, Gilles pouvait me parler de ressentis d'athlètes, de choses qu'il ne m'avait pas forcément dit, mais qu'au fil de la discussion, en courant, ils avaient pu un peu évoquer. Et parfois, c'était intéressant de pouvoir justement agir sur ces problèmes-là dont ils n'auraient pas parlé, donc ils n'avaient pas forcément parlé dans la vie courante, quoi. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc voilà, et puis après, bon, on a toujours un membre de la fédération qui fait partie de la direction technique nationale qui nous accompagne, qui est là parce que c'est aussi lui qui s'occupe de la gestion plus administrative. Voilà, c'est lui qui s'occupe de payer, c'est lui qui s'occupe tout ce qui est partie inscription, etc. Donc voilà, c'est une partie un peu obscure que l'on voit pas forcément, mais qui est essentielle dans la vie d'un groupe. On l'a dit tout à l'heure, donc chaque nation peut présenter jusqu'à 9 coureuses et 9 coureurs. Donc il y a des titres individuels qui sont en jeu dans la catégorie masculine et féminine. Il y a aussi des titres par équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement et le mode de calcul, en fait, comment est-ce qu'on détermine l'équipe et la nation qui est détentrice du titre? C'est relativement simple, hein. On ajoute le temps des 3 premiers de l'équipe. Voilà, et on fait un cumul de ces temps. Alors moi, personnellement, mais c'est personnel, hein, j'aurais préféré que ça soit une addition, non pas des temps, mais des places, ce qui permet de voir en temps réel l'évolution de ce classement. Alors que là, il faut ajouter des temps, donc c'est très très compliqué. Alors qu'on aura une meilleure visibilité tout au long de la course, en permanence, savoir sur ce ravitaillement, voilà, en ajoutant les places des coureurs, on pourrait voir évoluer le classement beaucoup plus que par addition des temps. Voilà, après, parfois, c'est un peu des calculs d'apothicaire à la fin. Parce que voilà, il faut aller chercher des fois le 3e qui est un peu plus loin. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, le mode de fonctionnement, il est comme ça. Quelles sont tes ambitions sur ces championnats du monde, Philippe? Quel résultat te ferait dire on a réussi ces championnats? La victoire totale sur tous les titres mis en jeu, c'est la seule option selon toi, ou tu es beaucoup plus mesuré sur les ambitions de l'équipe avant la course, en tout cas avant le départ? Moi, si j'ai pas l'ambition de tout gagner, il faut que j'arrête. Mais ça, c'est vrai en 2015, mais c'est vrai en 2021, en 2023, etc. Hein. Voilà, à un moment donné, je suis conscient qu'on a le potentiel pour le faire. Après, le potentiel, c'est une chose. Après, il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça se réalise. Mais il est évident qu'on y va pour glaner le maximum de médailles et de titres. D'autant plus que les années précédentes, on a gagné énormément. Donc, on ne va pas pour faire moins qu'on a fait les années précédentes. Donc voilà, c'est à chaque fois que je vais sur un championnat, c'est pour essayer de tout gagner. Tant pis, je le dis, moi, c'est peut-être de la prétention, mais voilà, on n'y va pas pour, comme disent certains coureurs, on n'y va pas pour acheter du terrain là-bas. On y va pour ramener des médailles. C'est quand même c'est de l'ambition, c'est pas de la prétention, c'est bien. Voilà, on a cette ambition-là. Après, malheureusement, parfois, ça se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Ça se passe pas aussi bien que le potentiel le permettait.
Voilà, mais bon, après, ça, c'est la course et voilà, parfois, il y a des aléas qu'on n'a pas pu anticiper, mais on voit que les aléas qui sont dans notre équipe. Or, parfois, on a gagné parce qu'il y en a eu, on a eu des titres parce que dans les autres équipes, il y avait des aléas, mais ça, on les voit pas. On voit que l'aspect, que quand c'est chez nous, que ça nous désavantage, on voit pas quand ça nous avantage. Donc, mais voilà, moi, le but, c'est à chaque fois que je sors, c'est rien laisser aux autres. Hein. Allez, On n'est pas là je pour le dis, partager. et c'est pas pour ça que je les respecte pas, les autres. Voilà, faut être clair. Et je le dis à chaque fois quand je fais mon discours d'avant-course, je dis il faut respecter tout le monde, mais on craint personne. Voilà, donc on essaye de faire le maximum. Si on peut tout prendre, eh ben, tant pis pour les autres, quoi. Voilà, on va pas se gêner. Est-ce que tu as des intuitions sur les coureuses et les coureurs qui sont à même de réaliser quelque chose de particulièrement grand cette année-là? Si tu avais pu miser une petite pièce sur Winamax, là, sur des coureurs de l'équipe, qui aurait eu tes faveurs? Oui, si, je suis à peu près sûr qu'on va être pas mal. On a des athlètes à l'intérieur, chez les filles, je pense. Alors, Nathalie Mauclair, qui va être championne du monde, je pense pas qu'elle est en capacité, alors qu'elle est championne du monde en titre. Mais c'était sur une course avec beaucoup moins de dénivelé. On revenait du Pays de Galles, avec beaucoup moins de dénivelé. Et sachant que Nathalie est une fille qui habite à Nantes, donc c'est compliqué pour elle de s'entraîner, faire des bosses. Donc, voilà, Nathalie, ça a toujours été la sécurité sociale. On sait qu'elle va être là. Voilà. Après, mais je pense pas que c'est elle qui va gagner, ça, je le dis. Hein. Elle le savait, hein. Je lui ai dit. Par contre, Caroline Chavreau, qui déjà a fait a tout gagné dans les compétitions qu'il y avait auparavant. Donc, voilà. Moi, je pense que Caroline, elle est en capacité de faire un gros truc. Une fille comme Maude Gobert, qui a été championne aussi en 2011, et qui est sur un terrain qui lui convient aussi. Voilà, je pense qu'elle est capable d'une grosse performance. Voilà. Et chez les garçons, voilà, on a Julien Rancon. Je pense que Julien, c'est aussi quelqu'un qui peut très bien performer. Sébastien Speller, j'ai beaucoup voilà, j'ai misé beaucoup aussi sur lui. Voilà. Après, il y a Patrick Bringer. Voilà, enfin. Il y a Xavier Temner qui est dans l'équipe aussi, donc on connaît Xavier. Et puis j'ai aussi dans ma tête un coureur que moi j'entraîne qui s'appelle Sylvain Cour. Je sais qu'il est capable de faire une grosse chose, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Et puis bien sûr, notre ami Ludovic Pomeray, on sait que lui aussi, c'est la sécurité sociale. Toujours là. Ludovic, peut-être qu'il Il l'a prouvé récemment encore. Il répond toujours présent, quoi. C'est l'athlète idéal pour un coach d'une équipe tel que je suis. On sait qu'avec lui, il passera pas à travers. Il sera là. Voilà. Par contre, on sait qu'il ne gagnera pas, mais il sera là. Voilà. Et c'est vraiment la personne idéale pour un entraîneur, pour former une équipe. C'est qu'on sait qu'il va répondre présent le jour J. Tu entraînes donc une équipe, on l'a compris. Est-ce que dans le cadre de des compétitions comme ça, tu mets en place vraiment des stratégies de course individuelles? C'est-à-dire que Nathalie, elle ne parle pas avec le même plan de course que Caroline. Enfin, voilà, est-ce que tu distingues à chaque fois et tu précises des stratégies très différentes avec chacun des coureurs et des coureuses en amont? Non. On n'est pas. Voilà, c'est la différence avec le cyclisme où on établit une stratégie et on sait qu'il va y avoir des équipiers qui vont aider les leaders, etc. Non, là, c'est chacun pour soi. Hein. C'est chacun pour soi. Simplement, je leur dis attention, il ne faut pas faire une guerre franco-française. Ça, voilà, c'est toujours ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, on se tire des balles dans le pied parce qu'on a la bagarre entre nous. Alors, c'est bien normal, hein, on est dans un sport individuel, chacun doit défendre ses chances. Mais à un moment donné, il ne faut pas prendre des risques qui pourraient nous faire perdre, que tout s'écroule, tout simplement parce qu'on se fait la guerre entre nous. Voilà, et c'est toujours le risque, hein, parce que quand on a une nation qui est forte, beaucoup peuvent être sur les plus hautes marches du podium, et ça, c'est un risque. Voilà, et c'est toujours ce que je m'en avance. Mais après, voilà, on est sport individuel et on ne peut pas céder, en fait. Hein. Il y a pas, voilà, chacun court à son niveau et on a beau se mettre devant l'autre pour le protéger du vent, non, mais ça marche pas. Ça, autant en vélo, et les phénomènes d'aspiration, il est important et ça peut aider, autant en course, non, voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai vu des coureurs, un coureur français en rattraper un autre ou une coureuse et l'encourager son collègue. Mais il le fait aussi parfois avec des étrangers. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit du trail. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas de stratégie. Alors, après,
on peut faire une stratégie en sachant un petit peu le mode de fonctionnement de certains coureurs, de leur dire pars prudemment, ne pars pas trop vite. Tu sais que toi, la distance, c'est pas un problème pour toi, donc tu sais que tu vas remonter du monde. Mais c'est pas une stratégie, mais tous les coureurs se connaissent suffisamment pour gérer leur propre stratégie et on peut pas. On a beau mettre en place toutes les stratégies qu'on pourrait imaginer, le jour de la course, c'est les jambes qui commandent. Hein. Et on peut pas aider. Voilà, je veux dire, on le voit sur une épreuve de cyclisme où des équipiers se sacrifient pour ramener un leader sur le reste du peloton. Là, en course à pied, nous, c'est pas possible. Hormis le prendre sur ses épaules, quoi. Mais c'est pas possible, ça. Ces phénomènes d'aspiration, de tout ça, ne fonctionnent pas. Donc, il n'y a pas de stratégie mise en place au départ. Non. Tu nous l'as dit, il y a une dimension psychologique extrêmement forte dans tout cet accompagnement. Tu dois démontrer une grande capacité d'écoute. Et en amont de la course, il y a des premières alertes et des premiers signes de préoccupation qui commencent à émerger. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments parfois un peu délicats? Je pense notamment aux échanges que tu as pu avoir avec la regrettée Juliette Benedicto. Qu'est-ce qui a pu émerger, ces athlètes confrontés au doute? Enfin, est-ce que ça existe et à quel point ils sont prêts à se livrer en amont de la course? Il y a Nathalie aussi qui était pas tout à fait au top à ce moment-là, quelques jours avant la course. Il y a eu deux cas de figure. Effectivement, Nathalie qui, je me souviens, c'était le championnat du monde avait lieu le mercredi. On a dû partir le championnat du monde avait lieu le samedi, pardon. On a dû partir le mardi et je suis sur la route pour aller à Annecy et Nathalie qui a dû arriver la veille. Elle a dû arriver un jour plus tôt, me téléphone en me disant « Philippe, j'ai mal au genou, j'ai un problème ». Donc, voilà, moment de panique, moi aussi dans la voiture. J'appelle vite ma kiné. Alors, faut pas le dire, j'ai téléphoné, alors j'aurais pas eu le droit. Hein. J'appelle vite la kiné pour lui dire dès que tu arrives, tu prends Nathalie tout de suite en soin. Tout de suite. Et bon, ma kiné arrive un petit moment après moi, elle prend Nathalie et ma kiné vient me voir après. Elle me dit « Mais Philippe, il n'y a rien. Médicalement, il n'y a rien. » Et du coup, alors à la fois ça me rassure, mais je me dis, voilà, il y a. Donc, le mot convoqué, c'est pas un mot que j'aime, mais j'ai une discussion avec Nathalie, et puis Nathalie, elle éclate en sanglots. En fait, je crois qu'elle est championne du monde en titre, elle a la pression. Elle s'est mis une pression que personne ne lui demandait, mais elle s'est mis toute seule, et elle éclate en sanglots. Et une fois qu'elle a fini de pleurer, c'est terminé. Et jamais j'ai plus entendu parler de son problème, qui était exclusivement psychologique. Voilà, donc ça, c'était un moment, je le dis aujourd'hui, pratiquement, elle a gagné son titre de championne du monde le mardi soir quand je suis arrivé là, qu'on a fait des soins et qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait rien, et on a débloqué quelque chose à ce moment-là. Peut-être que c'est joué là, le titre de champion du monde, je ne sais pas, mais peut-être. Et puis, la deuxième athlète dont tu as parlé, malheureusement, c'est Juliette, qui est plus parmi nous aujourd'hui, qui arrivait blessée sur le stage, mais qui était vraiment quelqu'un de motivant pour un groupe. Hein, elle mettait le feu au groupe. Elle, tout le temps avec son sourire, tout le temps avec des mots réconfortants pour tout le monde, etc. Et elle est blessée, et donc elle a fait pratiquement exclusivement du vélo. Et à un moment donné, en accord avec les kinés, on dit il faut qu'on fasse un petit test de course à pied quand même. Et donc, et Juliette me dit Philippe, je veux le faire, mais tu viens avec moi et on va aller se cacher en fait. Et on est descendus tous les deux sur le bord du lac d'Annecy, là, sur la piste cyclable. On n'a pas dit à personne qu'elle allait faire un essai pour courir, parce qu'elle voulait pas que ça ait un impact négatif sur les autres. Et effectivement, elle se met à courir et 10 minutes après, elle s'arrête et elle revient vers moi. Et là, elle éclate en sanglots aussi. Et en fait, elle a mal. Et donc voilà, bon, j'essaye de la réconforter comme on peut, mais là, c'est compliqué. Parfois, les mots, ils manquent. Hein. Et là, avant qu'on remonte, elle me dit, mais Philippe, ce qui vient d'arriver, t'en parles à personne. Alors, non pas qu'elle avait pleuré, hein, ça, c'était pas le problème, mais que simplement, elle avait mal et qu'elle savait qu'au championnat du monde, elle n'allait pas pouvoir... elle a participé, mais elle a abandonné au bout de 40 bornes. Hein. Et elle le savait. Mais elle a voulu vraiment que c'est aucun impact sur les autres. Voilà, ça c'est assez rare. Hein. Préserver l'esprit du groupe. Un athlète qui est blessé et qui justement ne parle pas en permanence de sa blessure, mais au contraire le masque pour pas que ça vienne plomber l'atmosphère du groupe. Ça j'ai rarement vu ça.
Et vraiment, le fait qu'elle me dise, mais Philippe, ce qui vient de se passer, on n'en parle à personne, ça reste entre nous. Aujourd'hui, j'en parle, mais voilà, il y a prescription aujourd'hui. J'ai jamais rien dit à personne, hormis au kiné quand je suis remonté pour leur dire que ouais, c'était pas, ça allait pas, quoi. Mais elle s'est cachée un petit peu pour aller faire cet essai parce qu'elle avait des doutes. Et malheureusement, ces doutes se sont révélés exacts. Mais c'est vraiment deux temps, voilà, deux temps avec les filles là, qui m'ont marqué parce que c'est deux choses totalement différentes. Hein. Mais des moments c'est des moments de coaching en fait. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure où on gère des choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé, des situations auxquelles on n'a pas pensé, qui se produisent et qu'il faut gérer dans l'urgence parce qu'il y a un groupe à sauver et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'un problème d'une personne rejaillisse sur l'ensemble du groupe. Donc, il faut assez apprendre de le gérer. Et puis, bon, des comme ça, j'en ai eu plein dans ma carrière d'entraîneur avec l'équipe de France. Hein. Là, on est focalisé sur Annecy, mais de choses à gérer pour lesquelles qui n'étaient pas prévues et qu'il faut gérer sur l'instant. Mais c'est aussi ça, tout le charme de s'occuper d'une équipe parce qu'il faut... on se trouve dans des situations parfois... vraiment, même si on a tout imaginé, voilà, c'était pas prévu, mais il faut le gérer quand même parce qu'il y a le groupe et il faut trouver les bons mots, avoir les bons réflexes par rapport pour sauver le groupe et que le groupe soit pas impacté par un problème que peut avoir un coureur. Philippe, on va faire un focus plus particulièrement là, sur la course féminine pour débuter. C'est celle que tu as été amené à suivre puisque malheureusement, tu ne peux pas te dédoubler. En tout cas, je ne sais pas si tu as trouvé la formule, mais je ne crois pas. Donc, il faut un peu choisir malheureusement les athlètes sur lesquels que tu peux accompagner, sachant que le reste de l'équipe suivait les garçons. Est-ce que tu peux nous parler du début de la course et qui a tiré son épingle du jeu sur l'épreuve féminine ? Alors, d'entrée de jeu, il y a deux filles qui sont parties devant. C'est Caroline Chavreau et Nathalie Mauclair. Caroline est même un petit peu devant. Et déjà, elles ont fait le premier pointage est au Semnoz, au sommet du Semnoz, et déjà, il fait à peine jour, et déjà, elles ont déjà fait un trou sur le reste des filles. Je suis assez surpris que ça soit parti comme ça, même à la fois surpris, mais presque inquiet, parce que déjà, elles ont vraiment été très très vite. Et je me souviens de Maud Gobert qui passe vers moi et il me dit mais elles sont folles les filles, elles sont parties trop vite. Et malheureusement moi aussi c'est un sentiment qui me vient à l'esprit quand même parce que elles ont vraiment fait déjà un important écart et je me pose la question de savoir si elles sont pas parties un petit peu trop vite. Voilà, donc elles sont parties devant. Bon après la réponse à cette question, c'est qu'en fait, personne jamais ne les a revus. Hein. Donc, finalement, elles avaient bien géré leur coup. Mais j'avoue que sur l'instant, à la fois, je suis heureux de voir que c'est deux Françaises qui sont devant, qui ont fait même un trou important avec les autres, mais à la fois un petit peu inquiet parce qu'on est, voilà, après 1h30 de course, la course va être très très longue et voilà, on a toujours le doute que ça soit parti trop vite et que derrière, les athlètes payent un petit peu ce départ trop rapide. Comment est-ce que tu vis de manière générale, Philippe, ces moments de course ? Est-ce que tu es, avec le temps, avec la sagesse, l'expérience, est-ce qu'il t'arrive encore d'être nerveux, préoccupé ? Est-ce que tu es juste très concentré et très hermétique à tout ce qui peut se passer et tu es concentré sur ta course ? Est-ce que ça dépend de chaque course, de la façon justement dont elle se passe ? Est-ce que ça peut faire varier tes sentiments ou est-ce que tu as une espèce d'assise globale qui te permet d'encaisser bien la pression aussi que toi tu vis sur ces courses ? Alors, toujours est-il que ce que je ressens, j'essaye de ne pas le faire transparaître à travers mes paroles, il ne faut surtout pas que les athlètes le voient. Ça, je pense que c'est essentiel. Après, c'est compliqué parfois de masquer ce qu'on ressent. Mais non, je suis toujours à fond. Enfin, tous ceux qui sont avec moi vous diront, je passe souvent par tous les états, hein, parce que voilà, on a tellement envie qu'ils performent, on s'est tellement investi sur le résultat que voilà, le moindre doute nous perturbe. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que ce que je ressens, les athlètes ne puissent pas le sentir. C'est important ça. Que je leur donne toujours
une image positive parce que souvent, quand même, les athlètes, à travers moi, me regardent sur le ravitaillement, même si on n'échange pas parfois, hein. Mais voilà, parce qu'ils ont envie de savoir ce que je pense, est-ce que s'ils sont bien, pas bien, enfin voilà. Et je dois toujours leur donner une image positive de ce que je pense d'eux, en fait. Même si parfois, c'est pas forcément la réalité des choses, mais ça, je dois pas le faire transparaître. Donc voilà, par rapport aux athlètes, j'ai deux comportements différents, hein. J'ai le comportement que j'ai vis-à-vis des athlètes, où là, je dois être imperturbable et je dois leur dire quelque part, leur transmettre que c'est bien ce qu'ils font et que ils gèrent très bien le truc. Et puis parfois, sitôt qu'ils sont partis, voilà, voilà, la réalité des choses remonte en surface et là, c'est pas forcément la réalité. Mais voilà, j'essaye à un moment donné d'avoir une image qui correspond pas forcément à la réalité parce que je suis pas en droit d'être déçu de ce qu'ils font à ce moment-là, parce que parfois, à l'instant T, c'est pas ce qui va ce qui va se dérouler au final, mais voilà, il faut pas que si j'ai un doute, tout ça, il faut absolument pas qu'ils puissent le lire dans mes yeux, ni dans mes pensées, ni si je leur dis un mot, il faut, voilà, c'est souvent, on a que le temps de leur dire un mot, deux mots, donc ces mots, je les anticipais aussi en fonction du classement où ils sont, je leur dis un mot ou un autre. Et puis fonction aussi du lieu, enfin du lieu où je me trouve. Si c'est en début de course, je ne veux pas utiliser les mêmes mots que si c'est en fin de course. Voilà. Les mots forts, je veux plutôt les garder pour la fin de course parce que c'est là où ça devient de plus en plus difficile et c'est là que les mots, le poids des mots, il est beaucoup plus important. Donc j'adapte mon langage et puis j'adapte mon langage aussi en fonction de l'athlète qui est devant moi, hein. Certains ont besoin d'avoir, entre guillemets, je dirais un coup de pied aux fesses. Bon, ils sont rares, hein. Et puis d'autres, au contraire, il faut plutôt les calmer, les faire temporiser. Donc voilà, j'adapte aussi mon langage en fonction de la personne. Mais là, on a très peu de temps aussi pour utiliser mon mot, parce que parfois, eux vous lâchent une phrase auquel on ne s'attend pas, parce que, voilà, ils sont en tête, vous croyez, bah, vous dites, ouais, c'est bien, ils sont super, alors qu'en fait, il est en train de vous dire qu'il est cuit. Donc voilà, il faut faire attention et il faut trouver le bon mot, mais dans la fraction de seconde, parce que au ravitaillement, souvent, ils ne s'arrêtent pas et ils nous jettent une gourde et nous, on en entend une autre, hein, donc on n'a pas le temps de discuter. Mais c'est important quand même d'avoir le temps si on leur dit quelque chose, d'avoir dit le bon mot, quoi. On va faire un petit saut en avant dans la course jusqu'à Menton-Saint-Bernard, qui est à une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Nathalie et Caroline sont toujours bien devant. Nathalie a 2 minutes de retard à ce moment-là sur Caroline. Toi, tu commences à te dire que le titre est quasiment acquis, j'imagine. Mais ça va être un moment qui va être très particulier, un moment assez charnière, notamment avec Nathalie à ce moment-là. Tu avais parlé de quelques jours précédant la course, l'échange que tu avais eu avec elle. Il y a un autre moment clé qui se joue à ce ravitaillement-là avec elle. Ouais, effectivement. Alors, voilà, on sait par équipe, elles ont une telle avance. À L2, je t'ai dit que c'est par addition des temps, donc elles ont fait un tel écart qu'on sait qu'on est champion du monde, quoi. Ça, c'est délicieux, hein, de pouvoir vivre voilà, dans la fin de course en étant moins stressé que sur tout le reste, quoi. Alors, je dis pas qu'on est quand même content quand tu es franchi la ligne d'arrivée, mais bon, on sait que grosso modo, voilà, sauf une catastrophe, ça doit plus nous échapper. Donc voilà, c'est Caroline qui est en tête, et Caroline qui arrive vers nous en tête, mais je la vois assez marquée, alors que je l'avais vue très 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 facile sur les autres points de passage, et Nathalie qui arrive à environ 2 minutes derrière, et j'ai ce mot avec Nathalie, mais je m'en souvenais pas. C'est Nathalie qui me l'a ressorti à plusieurs reprises, hein, que je lui ai dit. Je lui ai dit, Nathalie, c'était elle la championne du monde en titre, hein, en 2013, et je lui ai dit, Nathalie, tu as 2 minutes de retard. Si tu veux être championne du monde, c'est maintenant que ça se gagne. Et voilà, mais je ne me souvenais pas de ces paroles. J'ai dû en dire à Caroline qui était avant, mais je ne m'en souviens pas. Voilà, et là, ceci, je ne m'en souvenais pas, sauf que c'est Nathalie qui me les a répétés. Et Nathalie, ça fait tilt dans sa tête, et elle a été au combat. Et elle a rattrapé Caroline. Alors peut-être que Caroline aussi était dans la difficulté, hein, c'est pas forcément ce que j'ai dit, mais ben voilà, elle va rattraper Caroline et puis elle va la doubler, et puis c'est elle qui va franchir en vainqueur la ligne d'arrivée juste devant Caroline, alors que je pensais que c'était écrit, hein, que Caroline allait faire 1, et j'étais
que Nathalie fasse 2, c'était déjà pour moi énorme. Et bon, c'est l'inverse qui s'est produit. Voilà, mais c'est le type d'échange que j'ai pu avoir, parce qu'on est aussi à Menton-Saint-Bernard, il y a 60 bandes dans les pattes, ça va moins vite au ravitaillement, j'ai le temps de lui dire une phrase. Et alors après, est-ce que c'est cette phrase-là qui a bouleversé le monde? Je sais pas, hein. Parce que moi, que ce soit l'une ou l'autre qui soit championne du monde, le but, c'était que le titre, il soit chez nous et que par équipe, on gagne. Donc, c'était déjà pratiquement bouclé. Donc voilà, j'ai pas plus Pas de choix à faire. envie que ce soit l'une que l'autre, hein. Voilà, j'ai dit ça à Nathalie, et puis voilà, Nathalie, bon, derrière, elle a gagné, mais bon. Donc Nathalie, elle gagne en 9h30 la course avec Caroline qui termine 2 minutes après elle. C'est beaucoup de fierté, j'imagine, et de satisfaction. Est-ce que ça a été frustrant pour toi de ne pas pouvoir vivre ce passage de la ligne d'arrivée avec elle? Oui. Ben, c'est souvent comme ça, hein. J'ai pratiquement jamais assisté à une arrivée, parce que je préfère le laisser aux autres. Voilà. Souvent, je fais le dernier ravitaillement et j'attends le dernier coureur qui passe. Et systématiquement, alors en plus, comme moi, je m'occupais du groupe des filles. Mes collègues, les 2 kinés étaient sur le groupe des garçons. Voilà, donc je savais déjà que les garçons, je les verrais pas. Et même les filles, le temps que la dernière de nos filles passe vers nous, on plie tout, qu'on remonte dans les voitures, le temps d'arriver. En plus de ça, après on arrive, on peut pas s'approcher parce qu'on est dévié, on nous fait garer à droite à gauche. Et donc du coup, bah oui, j'ai rien vécu de tout ça. Mais chaque fois, j'ai l'habitude. Mais bon, ça fait partie du jeu. Peut-être même que c'est presque une superstition quelque part que je sois pas là pour voir l'arrivée. Ouais, voilà, c'est pas là qu'ils ont le plus besoin de moi, c'est ce qui me semble. Ils ont plus besoin de moi quand ils sont sur le circuit dans des parties difficiles. Donc voilà, je préfère être à cet endroit-là, souvent dans les derniers ravitaillements où ça devient compliqué. J'estime pouvoir plus leur apporter à ce moment-là que les prendre dans mes bras à l'arrivée, où certes c'est un moment très fort, mais bon, voilà, qui apporte rien dans la course en elle-même. Sinon, une satisfaction personnelle, quoi. On va parler maintenant de la course masculine. Seb Speller, il est en tête aux 40 km, mais la suite de la course va malheureusement, à double titre, se conclure douloureusement, comme il a pu nous le raconter dans le 32e épisode de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de la course de Seb? Seb, il passe en tête à mi-course avec Sylvain Court. Ils sont tous les deux en tête. On est à Doussard, voilà, au 40e kilomètre. Il passe tous les deux en tête. Et tout de suite derrière, il met une accélération, Sébastien, et il s'envole. Il s'envole. Et là, je suis... Voilà, j'avais déjà beaucoup misé sur cet athlète et je pense qu'il va faire un truc... voilà, c'est pour lui. C'est pour lui. Bon, il se trouve que derrière, il va lui arriver, ben, il va faire... bon, je ne sais pas si c'est une hypoglycémie, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il va vraiment avoir c'est plus qu'un coup de pompe, hein, puisqu'il va faire un malaise. Il va faire un malaise, il sera évacué. Voilà, et tout s'arrête. Et puis en plus, voilà, le décès de sa grand-mère au même moment qui était présente sur la course. Qui était présente sur la course, et au même moment, sa grand-mère va décéder alors qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Hein. C'est pas possible que l'un fasse son malaise par rapport au décès de sa grand-mère et que sa grand-mère décède par rapport au fait qu'il ait fait un malaise Sébastien. Il n'y a pas de relation, c'est pas possible. N'empêche qu'il y a des choses parfois qui se font et qu'il ne faut pas chercher à vouloir comprendre. Voilà, et lorsqu'il va se réveiller, il va à la fois être déçu parce que voilà, son rêve vient de s'éteindre, mais surtout parce que sa mamie vient de décéder. Elle était venue le voir exprès sur la course. Et c'est toujours un moment difficile ensuite lorsqu'il y a la remise des prix, hein, on monte sur le podium, la Marseillaise, on est champion, tout le monde est heureux. Et puis on en a un au milieu du groupe qui certes lève les bras, qui certes, mais en fait il masque sa douleur, quoi. Il a perdu sa grand-mère. Ensuite, ben voilà, lorsqu'on fait la fête le soir, ben il vient pas avec nous parce qu'il a d'autres pensées. Et c'est toujours un moment compliqué parce que moi je pense très très fort à ce qui lui arrive, mais voilà, il y a le groupe, il est là. Je dois aussi le groupe, je dois privilégier le groupe et ouais, c'est des moments compliqués à vivre. C'est des moments compliqués à vivre.
On n'espère pas les vivre d'ailleurs, mais voilà, parfois il arrive des choses impossibles. C'était pas possible ça sur le papier que ça existe. On a beau se préparer à toutes les éventualités, voilà, c'est le genre de choses auxquelles qu'on ne peut pas imaginer. Et il faut les gérer sur l'instant, trouver les bons mots pour Seb, mais d'un autre côté, pas plomber l'atmosphère pour tout le groupe qui a fait plus que le travail. Donc, toujours compliqué à gérer ça, toujours compliqué. Voilà. Tu l'as mentionné, il y a un autre coureur qui est très à sa main sur la course, c'est Sylvain Court. Et à nouveau, à Menton-Saint-Bernard, ça va être un moment assez clé. Et il y a un regard de Sylvain qui va te permettre de comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de grand et qu'il peut a priori plus rien arriver pour lui. Voilà, ça. Alors Sylvain, c'est la différence avec Seb, c'est que c'est moi qui l'entraîne, Sylvain, donc je le connais parfaitement. Et c'est vrai qu'à Menton, j'ai dit tout à l'heure que Nathalie, je lui avais glissé une phrase. Et Sylvain, on n'a rien échangé. Sylvain, il m'a regardé, je l'ai regardé, et dans le regard, voilà, j'ai vu un Sylvain qui était serein, et je pensais à ce moment-là que Sylvain, il allait faire le job, puisque Sylvain est arrivé au ravitaillement avec 50 mètres d'avance sur Luis Alberto, mais Luis Alberto a pris l'option de ne pas s'arrêter. Il a jeté une gourde au passage, il en a pris une à la volée, alors que Sylvain a pris le temps de s'arrêter. Je me souviens, il a pris un verre de Coca-Cola, il a bu son verre, il est reparti avec 30-40 secondes de retard. Et le fait qu'il accepte de perdre ces 30 secondes, de laisser partir, voilà, c'était sa force du moment, de dire ouais, mais c'est pas grave, c'est bon, je préfère prendre mon temps, c'est pas un problème, je vais revenir. Et c'est vrai que peut-être dans ce regard, au début, j'étais un peu surpris qu'il s'arrête, qu'il prenne le temps de s'arrêter. J'avais peur parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. En fait, c'était pas ça. C'était pas du tout le cas. C'était que lui, il était serein, il se sentait costaud. Et puis, dans les kilomètres qui vont suivre, dans la montée jusqu'au sommet du Mont Verrier, là, Sylvain va faire la différence. Il va décrocher Louis et il va finir en vainqueur. Alors, c'est toujours facile à dire après, hein, mais je l'ai senti très très fort quand il est passé vers moi et à tel point que j'ai rien dit. On n'a pas parlé tous les deux, on n'a rien dit. Ça s'est fait dans le regard et voilà. Il y a des choses parfois que voilà on peut pas expliquer parce que voilà c'était qu'un regard. Il y a pas eu de mots. S'il y avait eu des mots, je pourrais vous les dire, mais il n'y en a pas eu. Bon. Sylvain, il l'emporte donc en 8h15 et termine 4 minutes devant Luis Alberto. Est-ce que ça a une saveur particulière pour toi, cette victoire, quand c'est un coureur que tu accompagnes et que tu as fait grandir et voilà, avec qui tu as passé beaucoup de temps et que tu connais bien? Est-ce que c'est forcément quelque chose en plus? C'est vrai qu'il y a des... Voilà, après, là, c'est plus l'entraîneur de l'équipe de France. L'entraîneur de l'équipe de France, lui, il est content que ce soit un Français qui ait gagné. Voilà, ça c'est clair. Et que grâce à ça, on va être champion du monde par équipe aussi. C'est évident. Mais après, il y a forcément, avec certains athlètes, ceux que tu entraînes au quotidien, il y a forcément une relation un petit peu particulière. Qu'il ne faut pas non plus mettre en avant, hein, parce que voilà, quand tu entraînes le groupe en entier. Mais forcément, Sylvain, je l'ai rencontré en 2010. Il m'a demandé de m'occuper de lui. Et moi, le deal que je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, Sylvain, il ne faut pas vouloir tout manger tout de suite. Il faut que tu te prépares pour dans 3 ans. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va monter un plan de carrière sur 3 ans. Et que dans 3 ans, tu sois au mieux. Alors, j'ai dû me tromper, puisqu'il a fallu attendre 2014, c'est-à-dire 4 ans plus tard, pour qu'il soit champion de France. Et 2015, il est champion du monde. Voilà, c'est quelque part... Il y a des athlètes, aujourd'hui, j'ai eu des athlètes qui ont été champions du monde, que j'entraîne, puisque j'en ai eu 4. Et 5, pas que dans le trail, effectivement, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, dans plein de disciplines différentes. 24 heures aussi. Mais en fait, certains... je veux penser à Adine Roche, elle avait déjà été championne de France de marathon lorsqu'elle est venue vers moi. Voilà, c'était simplement, moi je l'ai aidé à progresser dans cette discipline, mais c'était déjà une athlète accomplie. Alors que Sylvain, voilà, quelque part, hein, voilà, et c'est une construction commune. Je l'ai aidé à se construire, et ça a une saveur particulière parce que c'est voilà un athlète qu'on essaye d'aider à performer et que lorsque ça réussit, c'est une double victoire, à la fois pour l'athlète, mais aussi pour celui qui l'accompagne et celui qui l'a aidé à en arriver là. Même si à chaque fois, il faut bien se dire que c'est l'athlète qui court et pas l'entraîneur. Hein. On est là pour les aider, mais il ne faut pas se tromper. Le champion du monde, c'est lui, c'est pas moi. Voilà, il faut être clair.
L'équipe de France, elle réussit donc un grand chelem à domicile, de victoires en individuel chez les filles et les garçons, on en a largement parlé, mais aussi de victoires donc, pour l'équipe masculine avec Sylvain, nous l'avons dit, mais c'est aussi important de citer Patrick Bringer et Nicolas Martin à ses côtés, qui ont contribué très fortement au titre par équipe, évidemment, enfin complètement. Et puis chez les féminines, donc Nathalie, Caroline et également Maude Gobert. 6 ans après, quelle image il te reste, toi, aujourd'hui, s'il y en avait une, si tu devais la raconter à tes petits-enfants demain, quel est le premier moment, l'image qui te revient et qui est aujourd'hui la plus ancrée en toi? Oh, c'est compliqué parce que j'en ai tellement des images, mais je vais revenir parce que les circonstances... Voilà, depuis Juliette Benedicto est décédée. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui me marquera à tout jamais. Si tu m'avais posé la question un an après le championnat du monde, je t'aurais pas dit ça. Voilà, c'était peut-être pas ça le fait marquant. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, voilà, c'est malheureusement ce qui a suivi après ces événements dramatiques qui ont frappé Juliette, avec qui j'avais, à la suite de ça, parce qu'elle a abandonné, donc elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais ça m'avait permis de nouer des liens très, 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 très forts avec elle. On s'est retrouvés à plusieurs reprises. Et voilà, c'est la seule fois que ça m'a... Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Que ça m'arrive qu'un athlète décède, surtout d'une façon aussi tragique, lors d'un accident en ski de rando. C'est très, très brutal. Et voilà, c'est l'image que je me souviendrai. C'est de Juliette au stage, parce qu'après, le jour de la course, il n'y a pas eu de course pour elle, malheureusement. Elle a abandonné assez rapidement et finalement, donc, elle n'était pas dans la course. Donc, je l'ai vue très peu sur la course. Mais c'est vraiment de ce moment qu'on a vécu ensemble au stage, de cette personnalité qui était vraiment complètement à part et qui me marquera, je crois, pour toujours. Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé avec nous, avec autant de passion et de cœur, ces championnats du monde qu'on a pu vivre vraiment à tes côtés et à l'intérieur de l'équipe de France. Il y a aussi l'avenir, on a beaucoup parlé là de ce qui s'est passé il y a quelques temps, et l'avenir pour vous tous, c'est les championnats du monde qui se tiendront à Chiang Mai en février 2022. Sur les ambitions, je te pose pas vraiment la question puisque j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de tout rafler. Comment est-ce que ça se prévoit là les prochains mois? Quand est-ce que vous allez faire un stage? Est-ce que tu vois un peu plus clair? La date n'est pas exactement calée. Je pense qu'elle sera annoncée avant le 31 octobre. Est-ce que tu as un peu de visibilité sur comment tu vas construire cette préparation? C'est vrai que, bon, avec la crise sanitaire, c'est excessivement compliqué, pas que pour le sport, hein, pour plein de choses. Donc, le championnat du monde qui devait avoir lieu initialement autour du 11 novembre vient d'être reporté à la date du 12 février. Voilà, à peu près, hein, 12-13, je ne me souviens plus. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué pour se préparer. Ça va être compliqué pour faire un stage un mois avant parce qu'on va se retrouver en plein hiver. Bon, ça va être compliqué. Donc on a décidé, le stage qui était initialement prévu, qui devait se dérouler du 2 au 9 octobre dans le Cantal, on l'a maintenu. On l'a maintenu, alors il n'a pas trop de sens dans le cadre de la préparation des athlètes pour le championnat du monde. Hein. Voilà. Mais par contre, il a du sens dans la création d'un groupe, que les athlètes se connaissent. Ça sera l'occasion de faire des entraînements peut-être un peu différents parce que voilà, il y a plus cette échéance qui arrive tout de suite derrière. Un groupe peut-être encore un peu plus décontracté qu'à l'accoutumée parce que voilà, il n'y a pas quelques jours plus tard un championnat du monde avec cette obligation de performer. Donc, ça sera dans des conditions un peu différentes. Voilà, j'espère que... Enfin, j'en suis sûr que ça va bien se passer. Il n'y aura pas de souci particulier. Après, presque le seul souci, c'est moi. Voilà, je vais tout faire pour être présent. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même le monde médical qui va me donner son aval. Alors, pour qu'il me donne son aval, il faudra peut-être que je lui demande. Je ne sais pas si je le demanderai bien. Mais bon, voilà, j'espère qu'ils n'écouteront pas ce que je dis. Voilà, donc, voilà, c'est plus mon problème qui aujourd'hui m'est tombé un peu sur le coin de la tête, là, qui me fait poser plein de questions, que sur l'organisation même de la course. Alors après, effectivement, tu l'as dit, on saura exactement si la date est maintenue, on le saura fin octobre. Donc ce ne sera pas le stage. Fin octobre, on saura exactement, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, notamment en Asie, on saura si la date elle est maintenue ou pas du mois de février.
Sinon, auquel cas, ça serait reporté à la date qui aurait dû se dérouler en 2021 et ça sera en 2022. Et donc, ça serait au mois de novembre. Sachant que, de toute façon, au mois de juillet, donc 2022, il y aura aussi un championnat d'Europe. C'est-à-dire que maintenant, on aura une année un championnat d'Europe, une année un championnat du monde de trail. Voilà. Sauf qu'on vient de reporter le championnat du monde et on risque de se retrouver à la fois avec un championnat du monde et un championnat d'Europe la même année. Enfin, on risque, normalement, c'est pas un risque, ça va se dérouler comme ça. Avec le championnat du monde qui sera en février et le championnat d'Europe en juillet, ou le championnat d'Europe en juillet et le championnat du monde en novembre, si ça ne peut pas se dérouler au début d'année. Donc voilà, ça va être une complexité supplémentaire. C'est quelque chose qui va pas se reproduire normalement. Enfin, j'espère, parce que... J'espère aussi. Mais voilà, ça va être un petit peu quelque chose qu'il va falloir qu'on gère. Ça rajoute un petit peu plus de complexité pour cette saison qui arrive, pour gérer tout ça. Voilà, mais bon, on a toujours su faire jusqu'à présent, on saura encore faire après. Philippe, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce qu'il y a une citation ou une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre ta philosophie de vie ou la façon dont tu conçois ta discipline? Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? J'ai une phrase que j'utilise souvent. Alors, c'est une phrase peut-être un peu bateau, mais de transformer toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, les transformer en opportunités. Chaque fois qu'il y a quelque chose, voilà, c'est aussi, c'est peut-être l'exemple type de ce qui m'arrive là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je suis en difficulté parce que par rapport à mon état de santé, ce qui vient de m'arriver, qui n'était pas quelque chose que j'avais anticipé, hein, et quelque part, s'en servir d'une force. Alors pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop comment, mais voilà, c'est quand même l'idée de dire aujourd'hui, je traverse une difficulté, mais peut-être qu'il faut se servir de ça pour voir les choses différemment, mais voilà, ne pas se laisser abattre par quelque chose qui est plutôt négatif, et au contraire de quelque chose qui n'était pas forcément bon au départ, essayer d'en faire une opportunité et de transformer en quelque chose de positif ou de très positif. Voilà, c'est facile à dire parfois. Après, les opportunités aussi, il faut savoir se les créer aussi. Elles n'arrivent pas comme ça. Donc voilà, mais ne pas se laisser déstabiliser parce qu'on traverse. Il y a des choses qui vous arrivent sur le coin de la tête là, que ça soit dans le boulot, que ça soit dans plein de choses. Mais dire, ben voilà, on essaye de rebondir et peut-être que justement, on va pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si ça s'était pas arrivé. Voilà, donc il y a des opportunités qui s'ouvrent dans la vie. Il faut savoir les saisir. Voilà, donc c'est une phrase un peu bateau, mais qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces et que j'ai souvent utilisé quand je me suis trouvé dans des moments un peu plus compliqués de ma vie professionnelle, de ma vie familiale, de ma vie de tout un tas de sortes. On peut la mettre à toutes les sauces, celle-ci, mais voilà, c'est essayer de rebondir, enfin, essayer de profiter de moments difficiles pour aller sur des choses peut-être on souhaitait faire à un moment donné, mais qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de faire. C'est peut-être l'occasion, mais de jamais rester sur un échec et de le vivre surtout comme un échec et de s'en servir au contraire pour aller plus loin. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je pense que j'aurais pu passer encore des heures à t'écouter et partager toute ton expérience et toute ta passion. Merci beaucoup Philippe de nous avoir fait vivre au plus près de toi les coulisses de cette course épique qu'ont été les championnats du monde de trail 2015. Je te souhaite à toi un prompt rétablissement évidemment et d'aller vite mieux. Je suis sûr que tu vas être raisonnable et puis que tout va se passer pour le mieux. Et puis aux membres de l'équipe de France que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour certains en tout cas. Beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour toutes vos échéances. Il y a des grands rendez-vous, tu nous l'as dit. Donc voilà, je vous souhaite que tout se passe comme vous le rêvez et puis sachez qu'on va vous regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Et je suis sûr que les résultats seront au rendez-vous. Merci pour ton temps Philippe, ça a été un super moment et passionnant. Prends bien soin de toi, c'est très important. Et à très bientôt j'espère. Merci Guillaume. Écoute, j'ai été. Tu sais, quand on parle de mon sport, de ma passion, je suis en train de voir, là, ça fait 1h55 que l'on discute. Donc voilà, quand je parle de ma passion, je peux en parler pendant des heures. Ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure.
En fait, le pourquoi, c'est la passion en fait qui me fait vivre et cette passion-là, regarde, malgré ce qui m'est arrivé il y a 8 jours, elle est toujours là. Voilà. On l'a bien senti. Je te remercie, Guillaume. Merci, ça a été un plaisir. À bientôt. Salut, Philippe. Guillaume. Au revoir. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.